Salut l'équipe, mais où vont s'arrêter les Spurs cette saison? Ça pourrait presque être un sujet philosophique du bac, tant la réponse à cette question est passionnante. Et en plus, depuis 2026, les Spurs marchent carrément sur l'eau. Et chaque fois que je regarde leur match, j'ai les yeux aussi écarquillés que Louis Sarkozy et Gabriel Attal un soir de premier tour de municipal. Bon, après, chacun son carburant, les gars. Cette saison, pour eux, on espérait minimum un play-in. Et les voilà en train de chasser le champion en titre pour aller gratter la première place de la conférence Ouest. Un glow-up incroyable qui pourrait rendre jaloux toute la famille Kardashian. Mais chez les Spurs, tout est naturel. Pas de fake. Et en plus, à San Antonio, contrairement à Saint-Étienne et à la famille Kardashian, on a une culture de la gagne. C'est pas Timothée Chalamet qui me dira le contraire. Mais alors, jusqu'où peuvent-ils aller cette saison? La folie me pousse à dire que sky is the limit. La raison me fait plutôt dire que le sky, c'est dans un verre avec du coca. Mais il n'empêche qu'à San Antonio, on est en avance sur les temps de passage et qu'on veut déjà être considéré comme un gros. Les petits frères veulent grandir trop vite, mais eux, pour le coup, ne sont pas prêts de déserter les terrains de jeu. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le first des shows et j'espère que comme nous, vous commencez à sentir un petit peu cette odeur, alors pas de barbecue, mais de play-off. Avec moi dans le canapé, ils aiment autant les play-offs que les barbecues. C'est Thomas et Steph. Comment ça va les amis? Ah, ça va super. Là on avait une discussion hors caméra, on se posait la question de notre Big Three, on va dire, du first des shows, même si on peut faire plusieurs équipes, face à quel autre média on pourrait perdre, enfin jouer et perdre, parce qu'on pense quand même qu'on est favori dans la plupart des médias de basket. Ouais, voilà. C'était un peu la question qu'on se posait, donc à vos pronos. Hein. Exactement, après on sait qu'il y a d'autres pros qui jouent aussi, on était sur des match-ups intéressantes, voilà. Et puis il y a des gens dont on connaît pas le niveau, donc ça laisse place à des débats qui ne mènent à rien. Comment ça va Steph? Salut Erwan, salut Tom, écoute, très content d'être là. Joli suite, bien fluo. Merci, c'est gentil. Écoute, bravo, toujours. C'est la marque trail de Nike. De Nike, on adore, bien sûr. La famille. Bon, tu vas bien? Qu'est-ce que tu nous racontes? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, donne-nous un petit peu des news. Alors, news sportive, je suis champion de France de Paris, un peu 45 en tennis. Plus de 45 ans, t'es vieux! Road to Roland Garros is coming soon! Attends, l'année dernière, tu m'as promis à Roland Garros, je suis venu, je t'ai même pas vu voir jouer. Tom Chiravino était là. Ouais, c'est vrai. Et cette année, je reviens. Il faut que je fasse un minimum demi-finale de championnat de France. Ensuite, haute actualité, la semaine prochaine, je serai à Bressuire en spectacle au Zénith. Non, je plaisante. À Bressuire, on a joué là-bas, nous. T'imagines le gars, il fait du stand-up, on n'est pas au courant. Je serai à Bressuire pour les demi-finales, finales des championnats de France par équipe plus de 35. Donc, je vais jouer parce que je commente à Cholet le soir, donc j'en profite. Voilà. Sinon, point de vue basket, écoute, ça fait 6 mois que j'ai pas vu un match. Ouais, super. Ça fait 3 ans que t'as pas joué non plus. 3 ans que j'ai pas joué. Non, écoute, tu vois bien. Reviens un peu, faire une petite ou ça fait longtemps aussi. Il veut plus. Trop d'écho, ton attitude nauséabonde. Moi, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Attends, l'autre il parle comme si c'était Gandhi sur un terrain de basket, mais t'es un fou, toi. Je veux un peu une personne pour flinguer les baskets, c'est suffisant. Deux, il y en a une en trop. C'est vrai que quand je suis les deux sur le terrain, en général, on finit pas le match. Tu nous dois un basket par an. Un basket par an, très bien. Quand il fera beau, on ira sur un playground. Non. À Meudon, on était sur un playground, c'était régalé. Ouais, alors, et qui va eu l'attitude minable? Oh là là, c'est toi. Il y avait un mec qui rentrait dedans et tout. Je la gagne. T'avais marbré un mec comme... Alors que ça se voyait que c'était la reprise pour tout le monde, t'avais été terrible. En plus, c'est un que mec qui devait signer peut-être à Malakoff et tout, et t'avais pas marqué des points. J'ai joué outdoor. Moi, je suis un mec d'outdoor. Ouais, mais le bitume, on avait joué en Suisse l'année dernière, on s'était régalé. Sur le beau à Lausanne, là. Par contre, moi, le goudron derrière, je mets 15 jours à m'en remettre. C'est beau comme ça, là. Ouais, ça marche. Un beau playground, on va avec une belle réfléchir. peinture au sol. Allez, on va réfléchir. Une bonne low post. Alors, on va revenir, nous, à l'indoor, puisqu'on va parler de NBA jusqu'à preuve du contraire. Ça se joue encore en salle avant d'aller dans le sommaire de l'émission. On va faire quelques annonces comme d'habitude. Lundi, NBA Classic Game, on va vous offrir
le Shaq contre Kobe. J'étais sur autre chose, autant pour moi. Shaq Kobe, match 7 des finales de conférence. C'est le Loop, ça, non? C'est le Haloop, exactement. Honnêtement, c'est un match, pour ceux qui l'ont pas vu, parce que ça change pas mal l'histoire, notamment des Lakers et aussi celle des Blazers. C'est un match assez incroyable dans un basket d'un autre temps. Mais il y a du Sabonis, il y a un très bon Rashid Wallace, il y a du Pippen du côté des Blazers. Et puis il y a Kobe et Shaq. Et vous avez la défense sur le Shaq. Rien que pour ça, il faut voir ce match-là. C'est Scottie Pippen qui prend le cross. Beau duel. C'était le passage de flambeau quelque part. Donc ça, c'est lundi, donc dans la libre antenne, après la libre antenne, donc à 22h dans le Big Monday. Offense, vous le savez. Ouais, pourquoi vous rigolez? T'as beaucoup d'entrain. On aime. En plus, t'es bien coiffé, là, t'étais beau. Hein. Ouais, mais alors, Barber à 5 balles hier, du côté de Bois-Colombes. Du coup, j'ai pas trouvé mieux. C'est presque un peu trop... Non, c'est très bien. C'est presque un peu trop sharp. Très bien. Non, j'aime bien. Je trouve que pour un catcheur, c'est parfait. Pour un catcheur. La lucha libre. Je suis plus lucha libre que catch. Moi, chacun son truc. T'es plus Cuba Libre, j'ai l'impression. Bon, j'ai arrêté le rhum depuis bien longtemps. Faut que j'arrête tout le reste maintenant. Offense, on a tourné cette semaine 2 émissions, dont une avec Edgar Rive, et on vous a mis un extrait hier, puisqu'on a parlé évidemment de ce revirement de situation incroyable, où donc le Maroc est devenu champion d'Afrique 2 mois après la finale perdue face au Sénégal. On en parle avec Edgar Rive, qui évidemment n'a pas sa langue dans sa poche. On vous a mis un petit extrait d'1 quart d'heure. L'émission en entière sera dispo le 27 mars sur la chaîne Offense. Il y a plein de belles choses qui arrivent, Thomas, sur la chaîne Offense. Ouais, absolument, on est ravis. Je vais balancer des noms comme ça, hein. Jérémy Nadeau qui sera avec nous aussi. On a des super invités, et peut-être Stephen viendra avec un copain au mois d'avril. On est d'accord là-dessus? Oui, un copain un peu connu. C'est plutôt acté. C'est acté. Un homme avec des avis forts. Des convictions. Des convictions on parlera un peu de foot du coup. On parlera évidemment forcément de foot. Best Shooter Live, on n'oublie pas, vous continuez à nous envoyer des vidéos. Steph, faut que tu le fasses. Faut que tu fasses le passage, on va organiser ça. C'est prévu, on va lui donner la date, t'inquiète pas, il y a une date qui va être prévue. Tous les consultants First Team vont passer. Des créateurs de contenu aussi, on va vous faire une belle vidéo pour teaser la grande finale. On bosse sur la date et l'endroit de la finale. En tout cas, vous régalez, vous continuez à nous envoyer des vidéos. Et là, il y a 2 potes qui nous envoient des vidéos. Et donc, n'hésitez pas, quand vous êtes entre potes comme ça, envoyez-nous ces vidéos-là. Ces vidéos-là, on adore. Steph, on va te laisser, c'est toi le meilleur shooter de la salle. On va te laisser un petit peu analyser tout ça. Ça marche bien les Rebel Meta en tout cas. Hein. Ouais, grave. C'est incroyable. C'est filmé avec ça, non? Ouais, je pense, ouais. Alors après, vous facilitez pas la tâche quand il n'y a pas de filet. C'est le rebondeur a beaucoup de travail. Parce que le ballon part un peu n'importe où. Il reste une moitié de filet, là, tu vois. Ouais, mais bon, ça c'est... Ouais, écoute, c'est correct. Ça, c'est mon compte en banque après l'été, quoi. Le filet. On aime ces playgrounds avec le terrain de hand et les lignes jaunes qui sont au milieu. C'est ce genre de playground dont tu parlais un petit peu quand il fait beau, non? Mieux? Moi, un peu plus Un petit peu. Toi, t'es vraiment de la haute maintenant. Hein. Non, à Versailles, il y a un playground qui a été refait quand Victor Mbanyama était venu. Magnifique, belle peinture au sol, des bons cercles flex et tout ça. Pour ça, parce plus qu'à aller jusqu'à Versailles. Je sais que tu montes au dunk très souvent, donc c'est bien que le cercle soit flex. Ah, ça chambre comme ça. J'étais un dunker, moi je dunkais. Ok, Dominique Mouche. Tu sais qu'il a mis un alley-oop à Manhattan, à New York quand il avait 16 ans. La dernière fois, quand on a mangé avec Kenny, et je suis content qu'il y ait d'autres mecs avec Kenny gros à l'époque à 16 ans, pop, on a envoyé des petits alley-oops, ça arrachait quelques cercles. Maintenant, ça arrache juste des baskets à la hoops. C'est autre chose. Le sommaire de l'émission, donc avec les news comme d'habitude, on va commencer avec Lucas qui est exceptionnel en ce moment. On fera un petit mot sur Evan Fournier qui nous a donné une date de retraite et on va forcément en parler. On fera un point blessure parce que ça continue la grande infirmerie de la NBA qui reçoit de plus en plus de monde. Et puis une expansion NBA, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est pas comme si on en parlait depuis 10 ans. Seattle et Las Vegas pourraient donc intégrer la NBA en 2028, il me semble. On verra ça en tout cas dans les news avec un peu plus de détails. Le grand débat, il sera évidemment sur les Spurs. Oui, on a envie de parler des Spurs parce qu'en 2026, ils sont fabuleux. Est-ce qu'ils peuvent être champions NBA dès cette année? C'est la grande question qu'on va se poser. Et on fera une palette, on vous l'a dit. On va commencer les news avec lui, mais on fera une palette sur Luka parce qu'en ce moment, Tom Luka, il n'y a pas grand-chose à faire. En général, il n'y a pas grand-chose à faire, mais là, on a l'impression qu'il est sur notre planète. Chef 3 étoiles, voilà, il vient de recevoir pour la 5e année d'affilée. C'est tombé, les étoiles, oui, le Michelin a dit invité d'honneur Luka Doncic, il s'est régalé hier en mettant 40. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait, ça fait 1 mois et demi, il faudrait que je retourne quand même. Moi, j'essaie d'en faire un maximum. T'en as fait combien d'étoiles dans ta vie? Je compte mes étoiles, tu sais. J'en suis à, je pense, faudrait que je regarde. Tu sais quoi? Il va lancer le truc, je regarde et je te dis à combien j'en suis. D'accord, ça te va? Très bien, donc on va lancer l'émission, on finira évidemment par le quiz. Et quand il y a Steph, dans 2 heures. Et donc forcément, quand il y a Steph, les quiz sont toujours un petit peu particuliers parce que c'est un élève très turbulent pendant les quiz. Si. T'aimes bien taquiner un petit peu. Si tu me demandes de respecter le quiz, je respecte le quiz. Mais non, on veut que tu sois toi-même. Soyez vous-même. Je serai moi-même, je vais pas gagner. Il faudrait bien que tu en prennes un jour, ça fait un petit moment. Contrairement au basket, au là-haut, tu ne viens plus. Allez, les news tout de suite, on tourne en rond là.
Allez, on commence avec l'actu la plus chaude de cette nuit. C'est les Lakers qui enchaînent une 7e victoire d'affilée, la 2e d'affilée à Houston. Et encore une fois, alors LeBron a été magnifique, il met des alley-oops à son match, c'est quand même assez exceptionnel. Mais l'homme du match, ça a été une nouvelle fois Luka Doncic, qui a été tout le long à porter les Lakers et surtout qui a tué Thomas à la fin de match avec des tirs et une rage de vaincre assez incroyable. Ouais, absolument. Hier, dans Clutch avec Rémi, on parlait de ce match, on mettait tous un petit peu Houston à domicile favori. Mais je disais aussi que s'il y a un money time, ce sera énorme avantage aux Lakers parce que Luka, parce qu'Austin Reeves et parce que LeBron James, et c'est exactement ce qui s'est passé. Luka a été extraordinaire sur pick and roll, comme à son habitude, mais en mettant des tirs avec des difficultés, mais incroyables, et puis ses passes D, des alley-oops pour LeBron, des tirs merveilleux avec une bonne défense de Houston. Les Lakers sont dans une super phase. Depuis que LeBron est devenu la 3e option et il tire un petit peu moins, et ben ça donne une équipe qui a l'air d'avoir trouvé un semblant d'alchimie et une belle série de victoires. Donc moi je suis ravi, évidemment, et je me pose la question un petit peu maintenant, est-ce que c'est pas le visage d'une équipe qui peut passer des tours de play-off? Voilà, c'est une question qu'on se posera tous ensemble. Quel regard t'as sur Steph, sur ces Lakers, sur ce regain de forme des Lakers au bon moment de la saison régulière? Bon, c'est ce que j'allais dire, le plus important c'est d'être en forme sur la fin de saison. Ils vivent une saison un peu compliquée, où parfois ils m'ont un peu déçu dans le jeu, où LeBron, tu sens qu'il est un petit peu, c'est normal, il est un petit peu en dessous des saisons précédentes. Luka, m'a agacé une belle partie de la saison, mais là tu sens que quand il y a l'odeur du sang, il se remet à jouer au basket. LeBron, 3e option hier, ça n'a pas vraiment le cas, puisque Austin Reeves passe un peu au travers de son match, et LeBron fait un match 13 sur 14 de tir quand même. Il commence le truc à 8 sur 8, il est extraordinaire en début de match, fantastique. Et voilà, et puis j'ai vu une option de Houston de sortir très fort sur la fin de match avec Şengün, mais l'anticipation de Lucas qui sait y voir arriver Şengün comme un lapin de 3 semaines. Le dribble dans le dos à un moment donné là, il a splitté, dribble dans le dos, il est monstrueux, la lecture de jeu, et puis quand il split les pick and roll, les mecs ils viennent, et puis ça, le jeu sans ballon des Lakers c'est intéressant souvent sur la ligne de fond. Et le premier à en bénéficier, c'est LeBron. LeBron qui porte moins la balle, on en parlait hier dans Clutch, il porte moins la balle, et hier il a des espèces de systèmes ou de remontées où il curl, il est ultra agressif. Ouais. On l'a rarement vu dans ce registre-là, et ça lui va à merveille, parce que bon, ça reste LeBron James, ça reste un mec de 41 ans qui met plus de 20 points par match, et le fait qu'il ait moins la balle et qu'on le trouve plus sur des attrapés-joués, c'est une belle galère, quoi. Ouais, absolument, et puis ils arrivent chacun à avoir leur moment. Houston fait un gros match, ils repassent devant le 3e quart, etc. Il y a un gros mid-time. Crédit à un moment donné fâché. Ouais, très fâché. Bon joueur. Ça marche, très agressif. Je suis un playground à Versailles, pas bon à prendre. Donnez-moi la balle post-up. Et non, là où hier on parlait un petit peu de la fin de match des Lakers, des fins de match des Lakers, et ça me faisait un petit peu penser à ce qui se passait à Boston en 2024, c'est-à-dire que quand Tatum est ultra dominant, un peu naturellement la défense va faire des prises à 2 sur les pick and roll. Mais le problème c'est que si c'est Marcus Smart, Austin Reeves, LeBron James qui doivent prendre des décisions en 2e meneur de jeu, ça donnera forcément des bonnes actions et des tirs ouverts pour Rui Hachimura, pour DeAndre Ayton. Donc c'est comme ça que JJ Redick a construit cette équipe. On verra si en playoff, ils sont capables d'avoir le même taux de performance dans les money time. Et puis hier, je trouve que parfois, il y a quelques moments je ne vais pas dire de lucidité, mais des options de jeu qu'on voyait rarement. DeAndre Ayton a souvent flashé. LeBron lui a donné des ballons à l'intérieur. On sait qu'il a des bonnes mains. Il a bien fini. DeAndre Ayton a été un peu plus impliqué qu'à l'accoutumée, où c'était surtout un mec en bout de chaîne ou un loop. Là, il a été servi sur du jeu placé, sur des prises de position, où ils lui ont laissé jouer un peu son 1 contre 1. Il est content, lui qui a souvent grogné cette saison sur son rôle. Alors, il a fait 2-3 sorties encore ces derniers temps. Il s'est regardé dans le miroir, DeAndre Ayton. Mais on peut dire ce qu'il veut. Si DeAndre Ayton est juste bon, ça change aussi les perspectives en playoff de cette équipe-là. Ouais. Absolument, il doit être bon pour que... Là, aujourd'hui, c'est Denver qui si on devait figer les classements, c'est Denver au premier tour. Alors, si DeAndre Ayton n'est pas exceptionnel, j'ai envie de te dire au moins défensivement, ils n'existeront pas. Mais dans cette série de victoires... sur Şengün. Bien sûr, attention, après, les mecs sont tellement forts en face que quand tu joues Şengün, j'allais dire Joel Embiid, bon, ça marche moins bien, mais Jokic, etc., forcément, tu galères un peu. Ce qui est sûr, c'est que dans la série des 7 victoires, tu tapes Minnesota, tu tapes Denver, tu tapes 2 fois Houston, c'est des... à domicile, à l'extérieur plutôt. À l'extérieur en plus, donc ça fait des match-ups intéressants pour les playoffs. Et le dernier truc, Erwan, t'as parlé au tout début de la rage de vaincre de Luka. Les célébrations comme ça, that's why I'm fucking do, tu vois, genre de truc qui galvanise les coéquipiers. Franchement, ça me fait kiffer, quoi. T'as vu les gens courtside qui lui disaient shut the fuck up et tout, comme ambiance, une vraie petite odeur de playoff. De toute façon, ça va être assez incroyable. Allez, faut pas lui donner ça, Lucas. Non. Faut laisser tranquille. Si tu le calcules pas, je pense qu'il est moins bon. Il se nourrit de la haine des autres. Ça me fait penser à quelqu'un.
Comme moi, exactement. Il y en a un qui se nourrit aussi parfois de la haine des autres, c'est Evan Fournier. On l'a vu dernièrement d'ailleurs, lui aussi s'accrochait avec un mec Coursaille. Enfin, il voulait s'accrocher, il voulait le monter en l'air, ni plus ni moins. C'est un mec de Pagnonios. Ouais. Ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'Evan Fournier a communiqué donc, dans la presse avec l'équipe, notamment dans une interview. Et il a annoncé qu'il pourrait prendre sa retraite en 2028, finir son dernier contrat avec donc l'Olympiakos et donc raccrocher les crampons, j'allais dire, les baskets. Lui qui a été drafté en 2012, voilà ce qu'il a déclaré, Evan Fournier. Je pense que je termine ce contrat et que je raccroche. J'avais déjà envisagé de tout arrêter après les JO de Paris. Je n'irai pas plus loin, ce n'est pas totalement réfléchi ou décidé, mais c'est l'idée. Et c'est intéressant, alors on va prendre la deuxième plutôt, et après on reviendra là-dessus. Oui, c'est catégorique pour venir en équipe de France. Enfin, si on m'appelle, on verra le rôle que je peux endosser. Parler de finale olympique contre les États-Unis en 2028, je ne sais pas qui croit ça, mais on est à des années-lumière. On va reprendre la première d'abord d'éclat parce que tu te souviens, Steph, quand on va célébrer la médaille d'argent avec l'équipe de France aux Jeux Olympiques. Oui, je m'en souviens. En tout cas, les 2 premières heures. Pourquoi il aurait oublié? C'est un grand moment. Un grand moment, avec beaucoup d'histoires à raconter. Mais à un moment donné, on attrape Evan, on parle avec lui, on reparle évidemment de la compète. Et je lui dis, mais il n'avait pas encore trouvé de club, on s'en souvient. Je lui fais, mais tu vas vraiment arrêter? Tu peux. Il fait, mais oui, mais moi, en fait, mes enfants. Et en fait, il était vraiment prêt à arrêter après les JO 2024. Mais il était prêt à arrêter parce que, bon, il était, je pense, déçu du peu d'intérêt d'équipe NBA. Il disait oui, Washington s'intéresse à moi, mais moi je vais pas aller à Washington dans une équipe et on le voit, c'est le marasme. Il a dit je m'en bats les couilles. Il a dit je m'en bats les couilles. Disons-le clairement. Je m'en branle de Washington et je pense qu'il y avait peu de clubs en Euroleague et en Europe capables de susciter son intérêt, de se dire ok, bah, vas-y j'y vais. C'était Olympiakos. Olympiakos, il avait cette affection parce qu'il allait voir des Final Four, il a vu les supporters, il a vu l'ambiance et il avait aussi une ambition de ce club-là à qui il manque quelque chose, un petit peu comme Evan, à qui il manque quelque chose collectivement, qui est ce titre de l'Euroleague là, et on a vu la déception d'Evan l'année dernière quand il perd, et les deux se sont bien trouvés, et puis ce qui est bien avec Evan, c'est que il fait des interviews comme ça, il parle pas souvent, mais ça c'est une belle interview avec Yann Onona, il dit des choses, il parle de l'équipe de France en disant oui, moi je veux être là, je veux jouer. Et le match d'après, il met 36 points en 23 minutes en Euroleague. Il y a ce côté de... Parce qu'il y a plein de gens qui nous interviewent, me disent « Ah ouais, d'accord, 2028, tu veux faire la Coupe du Monde, mais c'est quoi ton niveau? Ta saison, elle est pas terrible. » Il y a plein de gens qui se disent « Mais t'es sûr que t'es 36 en 23 minutes contre le Fenerbahçe, champion Moi, ce qui m'intéresse avec Evan, c'est que mine de rien, la Coupe du Monde, il est pas en forme. Il est au Knicks, il joue pas. Quand on est à la Coupe du Monde où on se fait sortir au premier tour, aux Jeux Olympiques... À Manille. Aux Jeux Olympiques, il est pas à 100%. Il est pas à 100% physiquement aussi. Aux Jeux Olympiques, il s'en sort par le talent, par l'orgueil. Mais il n'est pas à 100%. En fait, Evan, on l'a retrouvé 100% physiquement depuis qu'il joue à l'Olympiakos. Moi, j'aimerais quand même le revoir en équipe de France pour l'expérience, pour son leadership. Et puis, il est dans un registre où on peine terriblement. C'est qu'il met des pantons, des tirs externes. Alors, pour 100%, il n'est pas à 100% cette saison. Il a beaucoup galéré. Non, mais il joue. Il s'est flingué. Ce que je veux dire, c'est qu'il joue. L'année dernière, il l'était. Cette année, il galère. Il a énormément galéré au point de perdre sa place dans le 5 majeur au profit de Tyler Dorsey, qui lui, pour le coup, fait une super saison. Ce qui est bien avec, pour aller dans ton sens, Erwan, c'est que on a besoin au sein de l'équipe de France d'expérience. Evan en a. On a besoin de talent sur les extérieurs. Evan en a. Et on aura peut-être aussi besoin de talent en sortie de banc, ce qu'il est en train de faire et démontrer cette saison avec l'Olympiakos. Je dis pas qu'il faut absolument le faire en sortie de banc, je dis qu'il est capable cette saison d'être performant avec l'Olympiakos dans ce rôle-là. Donc moi j'ai envie qu'il y soit, il a eu des discussions avec Freddy Fotoux, on verra, c'est encore loin, la Coupe du Monde c'est dans 1 an et demi. Donc il y a encore un peu de temps. Déjà, il y a 2 fenêtres internationales cet été. J'espère qu'il sera dans le groupe pour voir si ça se passe bien. Parce que dans les systèmes de Freddy, on ne sait pas ce qui peut se passer. Moi, je pense qu'il y sera, et on est beaucoup à dire ça, et Evan le dit. À un moment donné, si l'équipe de France a des ambitions de médailles et pourquoi pas de titre mondial, il faut à un moment donné un peu de vécu commun. Et Evan, lui, se prononce en disant « Moi, je suis l'aventure, je suis pas le LA 2028, moi, je veux faire partie de l'aventure dès les fenêtres pour justement créer un peu d'alchimie et de cohésion collective. » Parce qu'on a bien vu que sur les fenêtres, collectivement, c'est pas terrible. On l'a bien vu à l'Euro surtout, quand il manquait beaucoup de joueurs, que c'était des jeunes garçons, collectivement c'était plutôt pauvre. Et donc Evan, il s'inscrit sur ce projet-là sur deux compétitions plus les fenêtres. Et ça c'est important. Et tu l'as dit, dans un rôle où même si à Olympiakos, le système est merveilleux à Olympiakos. Le jeu collectif est exceptionnel. C'est peut-être l'une des plus belles équipes qui joue au basket en termes de passes décisives. Donc il faudrait être capable de recréer. Je ne vais pas copier le jeu de l'Olympiakos, mais être capable d'avoir un jeu comme ça, s'en inspirer pour que Evan puisse produire. Et il est capable de produire. Mais là où je le rejoins on est à des années-lumière d'une finale olympique face à Team USA. On sait que Team USA, ils réunissent les mecs 3 semaines et hop, ils ont une équipe de mutants.
Nous, sur le papier, on peut se dire, oui, effectivement, on veut une revanche. On en rêve tous de cette revanche à Los Angeles en 2028 face au State. Mais nous, on a besoin d'avoir un vécu commun. Il a raison. Donc, sur le papier, oui, on a tout pour. Mais par contre, les matchs, ça se joue sur le terrain et pas sur le papier. Oh, ah oui, on est à des années-lumière d'une finale à LA, parce qu'avant ça, il y a une Coupe du Monde qui va sentir le sang. Ça va être ultra compliqué de se qualifier. Il faut que Victor soit là, il faut que toutes les forces en présence soient là, il faut qu'on ait de l'expérience et du vécu commun. Sinon, attention à la catastrophe. Parce que là, on est tous un peu sur le nuage de Paris 2024. Et à tout moment, il se passe ce qui s'est passé contre le Canada et la Coupe du Monde 2023 maintenant. Et on est dans la mouise. Derrière, il y a un TQO ultra difficile à disputer. On est loin des JO encore. Et j'espère que les joueurs en ont conscience. C'est pas cadeau de se qualifier. Il faut être dans les 2 meilleures nations européennes de la Coupe du Monde et des nations européennes très fortes qui sont susceptibles d'aller dans le dernier carré. Il y en a beaucoup. Les Allemands, les Turcs, la Grèce avec Yanis, la Serbie. On imagine un jour, on leur souhaite d'aller au bout au moins une fois dans cette génération. La dernière Coupe du Monde à Manille, on avait la chance d'être sur place. Le dernier. À Manille, il n'y avait pas la France. Je sais, il n'y avait pas la France, mais on a vu les 8e, quart, demi-finale. C'est un niveau. C'est un niveau exceptionnel, la Coupe du Monde. Donc effectivement. Sauf les Ricains qui. Pas dire sous-estiment cette compétition-là. Pour eux, pour les grands joueurs, les superstars, il y a que les jeux qui comptent. La Coupe du Monde, il va y avoir des on espère qu'il y aura quand même, tu vois, Anthony Edwards, Devin Booker. Déjà, s'il y a les meilleurs joueurs, Tatum, tu vois, ces mecs-là, j'espère qu'ils vont jouer le jeu. Et donc, du coup, tu as une Coupe du Monde naturellement qui s'élève. Tatum, on imagine qu'il a une revanche à prendre avec J'ai l'impression. Il a peut-être envie de jouer à un moment donné avec ce maillot plutôt que faire. Allez, tiens, t'as soif? Allez. D'autres Français, Françaises qui veulent prendre leur revanche face à Team USA. Alors, ça va être avant Los Angeles 2028, on espère. Ça sera la Coupe du Monde en septembre 2026. Les Français se sont brillamment qualifiés la semaine dernière dans le TQO à Las Vegas. 5 matchs, 5 victoires. Elles ont déroulé, même s'il y a eu pas mal de casses, 5 matchs en 7 jours. C'était pas rien. Elles seront donc de la partie à la Coupe du Monde en Allemagne en septembre prochain. Là aussi, Steph, cette équipe de France-là, on l'a vu quasi au complet. On a envie d'avoir encore de belles attentes sur cette compète. Ouais, alors pas surpris de cette qualification parce que la formule et le plateau étaient pas très très relevés. Mais relou Nigeria quand même. Oui. Bon. Après, les Allemandes, il manquait quand même il manquait du monde. Personne n'est surpris qu'elles aient fait 100%. Voilà, personne n'est surpris. Maintenant, ce qui est bien, c'est d'avoir récupéré tout le monde, d'avoir récupéré Marine Johannes, d'avoir récupéré Gabby Williams. Il manque encore Iliana. Dominique Malonga a dû mettre fin un peu prématurément à sa compétition. Donc, oui, on a beaucoup d'attentes sur cette équipe-là, surtout sur un championnat du monde. Ça fait un moment qu'on n'est pas allé très loin. Jamais fait de médaille. Non, je crois pas. À la Coupe du Monde. Le problème, c'est que se présentent les Américaines qui ont voulu rajeunir un petit peu parce qu'elles jouent aussi à Porto Rico, elles, je crois. Leur qualif. On a vu que Kathleen Clark était plutôt solide, que Kelsey Plum très forte, qui a beaucoup d'expérience dans ces compétitions. Alors, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est clair. Donc c'est compliqué, mais ce qui est bien, c'est d'avoir retrouvé ce groupe, cette ossature pour rejouer au basket correctement. Et le basket pratiqué a été plutôt cohérent. On a vu une petite Leila Lacan prendre les rênes à la main et emmagasiner de l'expérience. Donc cette équipe est très forte. Maintenant à voir, parce qu'on a vu un accord avec la WNBA, mais on sait pas encore quand est-ce que on connaît pas tous les contours de cet accord-là sur les joueuses, quand est-ce qu'elles vont être libérées, tout ça. C'est un vrai casse-tête pour l'équipe de France avec le plus en plus de contingents français qui jouent en WNBA. C'est problématique, ça aussi. Ça va être on sait que Aimé et son staff, ils aiment bien, on l'avait vu au jeu. Oui, avoir une prépa d'un mois et demi pour amener de la dureté, pour qu'ils puissent bosser collectivement. On l'avait vu au jeu d'ailleurs, elles sont arrivées in shape. On a vu que quand il y a des prépas un petit peu plus courtes, c'est un petit peu plus compliqué dans le jeu. Ça va être l'un des enjeux de cette Coupe du Monde, parce que quand cette équipe de France-là, elle est au complet, honnêtement, ça fait médaille. Ça fait médaille. À minima. Voilà. Ouais, ça fait. Il faudra voir si des filles sont prêtes à sacrifier leur saison de WNBA pour privilégier l'équipe de France. Écoute, c'est un vrai chantier, mais en tout cas, si on est au complet, un podium paraît quand même envisageable. Est-ce que tu sais qui est l'ambassadeur de cette Coupe du Monde? C'est Pau Gasolina. La Gasolina. On adore quand c'est comme ça. Il y avait aussi Carmelo Anthony un petit peu avant lui. Donc voilà, on aime bien voir les légendes de la FIBA être ambassadeurs de ce genre de compétition. Là, on va ouvrir un point infirmerie. C'est malheureusement le cas chaque semaine. Kate Cunningham, Anthony Edwards et Giannis Antetokounmpo sont donc sur le flanc, Thomas. Ça fait 3 superstars, alors avec des raisons différentes, des durées différentes, mais il y a encore un peu de casse. Ouais, absolument. On fait vite fait sur Cade qui s'est fait mal en plein match au début du match avec Détroit. Au début, on croyait que c'était la cuisse, puis en fait, on s'est rendu compte que c'était le dos. Pour Anthony Edwards, 1 à 2 semaines, il sera réévalué. En revanche, sur Giannis, il s'est passé un truc, Shams Charania l'a annoncé, il se blesse. Derrière, les Bucks lui disent « Bon, ce serait bien qu'on shut down ta saison. » Et Giannis dit « Non, moi, je veux encore jouer cette saison-là. » Donc, ça montre à quel point
Il y a de la friture sur la ligne depuis plusieurs mois, mais ça se concrétise par ce type de moment un petit peu chelou. Mais... Normalement, là, c'est à la star et le joueur qui décident en général. Oui, alors déjà quand il se blesse sur le match-là... Hyper-extension du genou. Il veut continuer à jouer. Tout à et fait. c'est les mecs qui disent non, tu sors, c'est terminé pour toi. Après, je sais pas, est-ce que il a envie de faire son jubilé et de jouer les derniers matchs avec... C'est un garçon qui a... Je crois que c'est la première saison qu'il loupe autant de matchs. Peut-être qu'il a faim de basket et qu'il a envie de jouer au basket et que pour lui, il a envie d'être sur le terrain malgré tout et que ces histoires de tanking et tout ça le concerne pas. Maintenant, on a bien compris depuis un moment qu'il y avait quand même Parce que les Bucks, ils lui disent de rester à la maison, en tout cas de pas jouer, pas pour le préserver. Hein. Bah oui. Ah oui. C'est pas reviens en forme l'année prochaine. Non, attends, on est inquiet pour toi. Non. Pour essayer de perdre des matchs. Voilà, bon, il y a quand même deux visions totalement divergentes et ça fait un moment que ça dure entre le management des Bucks et celui d'Giannis Antetokounmpo. Moi, je peux comprendre ce garçon-là, s'il a des velléités de départ, d'avoir envie de jouer les derniers matchs sur une franchise qui l'aura marqué et sûrement où son maillot sera retiré. Mais à une époque où tout le monde se shut down vite la saison, moi j'aime bien voir Trae Young revenir, même s'il a plus rien à jouer avec les Wizards. Bon, se reblesser ou non, mais en tout cas, les mecs, ces gars-là ont envie de jouer au basket, tu vois. T'as beau être multimillionnaire, t'es superstar. Il y a Anthony Davis. Anthony Davis, il visite des apparts à Washington. Anthony Davis, il boit un thé, il se casse le doigt en même temps, donc il est terrible. Et vous vous souvenez il était chaud le thé aussi. Hein. Il était un peu trop chaud. On lui a dit attends, c'est chaud, non. Aïe. C'était hot tea, c'était pas iced tea. Vous vous souvenez que Giannis, dans le round de playoff 2021 pour aller au titre, il se fait une hyper extension au tout début des playoffs et il revient 3 jours plus tard comme si de rien n'était. C'est un petit peu. C'était contre les Nets, ça, je crois. C'était contre les Nets, oui, t'as raison. Un peu pareil. Quand il retombe, une hyper extension. Son genou qui fait ça. Nous, on a ça, c'est 3 ans. Fini. Ah ouais, 3 ans minimum, je te dis tout de suite. Fin de carrière. Je me mets au baby-foot derrière. Donc on va suivre en tout cas cette fin de saison entre Giannis et les Bucks notamment, puis on espère surtout que Kate Cunningham et Anthony Edwards seront de la partie, puisqu'en playoff, on veut voir toutes les superstars, on le sait. Sinon, ça gâche la fête. L'expansion NBA, messieurs, ça se précise. Et regardez un petit peu où on en est. On pourrait voir Seattle donc et... Las Vegas débouler en NBA. La NBA réfléchit donc à passer à 32 équipes. Il y a un vote le 24 mars qui sera fait avec le Board of Governors. Et donc, vous allez voir, il faudrait 22, je vois pas, j'ai la caméra pleine. C'est 23 sur 30. 23 sur 30, voilà. 3 sur 4, voilà. Il faut que... Qu'est-ce qu'on en pense de... Alors, il y a deux choses. C'est qu'il y a une nouvelle franchise qui sera à Vegas. On sait que les filles des ici sont déjà là-bas. Moi, je trouve qu'une franchise à Vegas, ça a de la gueule. Et puis, on retrouverait une franchise avec laquelle on a grandi quand même, les Seattle Supersonics. Ça serait Coquerel, ce serait les Supersonics. Bah, c'est les deux grands favoris, normalement, c'est là. Le nom, oui, Supersonics, d'ailleurs. OKC a dit, et vous savez qu'ils n'ont jamais utilisé l'histoire des Sonics pour l'histoire du Thunder. Ils sont déjà disposés à leur rendre, entre guillemets, les bijoux de famille. Et donc, tout leur palmarès, donc des finales NBA, donc, etc., etc. Donc, c'est intéressant. Vous avez vu la dernière ligne aussi. Memphis ou Minnesota passerait dans la conférence Est. Et c'est vrai que quand on voit la carte, on se demande ce que Minneapolis plutôt, fait dans la conférence Ouest, hein, très honnêtement. C'est beaucoup plus près de Milwaukee et Chicago que de Los Angeles, hein, disons-le. Ils ont peut-être plus de chances pour gagner. Ce que je te dis, en plus, ce que je vais dire, ils font 2 finales de conf à l'Ouest, et si tu les mets à l'Est, à tout moment, ils vont en finale. Hein. C'est vrai. Donc quand on dit qu'on redessine la carte avec 32 équipes, bah voilà, on y est. Anthony Edwards, joueur de la conférence Est, c'est un peu chelou, tu vois. Ça veut dire qu'on est parti aussi avec de nouvelles franchises, parce qu'on sait qu'ils vont devoir choisir des joueurs dans d'autres franchises. Une expansion, voilà, c'est ça. On est parti quand même sur quelques années de purge avec ces deux nouvelles franchises. Je suis pas sûr que ça tutoie le très haut niveau. Vancouver et Toronto, les premières années, ça a été... Parce que la règle, c'est que chaque franchise a le droit de protéger. Alors, je sais pas exactement, on va dire, leurs 7 ou 8 joueurs, on va dire, et donc il faut piocher parmi les joueurs non protégés. On n'est pas sur les premiers choix, hein, je te dis. Disons que Nicolas Jokic a peu de chance de bouger, quoi. Oui. Vous le savez, lundi, dans le Big Monday, il y aura le NBA Classic Game, où on repartira dans les années 2000 avec Shaq et Kobe dans le match 7 face aux Portland Trail Blazers de Pippen, de Rachid Wallace et d'Arvidas Sabonis. Si vous voulez voir ce match et que vous êtes à l'étranger, c'est comment Steph on fait? Je sais pas, NordVPN? Oui. NordVPN, le frérot. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN et c'est pas la première fois qu'on en parle. En même temps, on continue de l'utiliser au quotidien pour pouvoir regarder des émissions de basket aux États-Unis, géobloquées ici. Thomas, lui, préfère l'utiliser pour des séries Netflix dispo sur la plateforme seulement à l'étranger. Mais surtout, NordVPN, c'est pas juste un VPN. Il y a la protection anti-menace qui reste active même si tu n'as pas de connexion VPN. Parfait pour bloquer les sites malveillants ou encore les trackers web et publicités intrusives. Il y a aussi toute la protection de tes mots de passe avec NordPass qui te génère des mots de passe uniques
unique pour chacun de tes comptes en les gardant en sécurité. Et c'est pareil pour tes coordonnées bancaires. En plus, s'il y a une fuite de tes données sur un site, tu es directement alerté. Et puis NordVPN reste le VPN le plus sûr du marché. Tu peux l'utiliser sur 10 appareils en simultané. En plus, il y a une offre exceptionnelle en ce moment avec le lien dans la description. Tu peux profiter de 4 mois d'abonnement supplémentaire sur les abonnements NordVPN de 2 ans. Profites-en et n'oublie pas, tu es satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours avec une assistance client disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Voilà, si vous voulez donc nous suivre depuis l'étranger, ça se passe avec NordVPN. Alors, on va faire une petite correction. Quand Yanis est blessé dans le run qui l'amène à son premier titre en 2021, il se blesse face à Atlanta et pas face aux Nets. Oui, c'est le petit Martin en qui j'ai toute confiance qui est venu assister à l'émission. Et donc, il a vérifié et il a corrigé et il a bien fait. Allez, on va ouvrir le grand débat qui agace autant, qui passionne. Est-ce que les Spurs peuvent être champions dès cette année? Je sais pas pourquoi ils rigolent, ça m'énerve. Je le disais dans l'édito, en début d'année, on espérait un play-in, on aurait été content de voir enfin ces jeunes Spurs de Victor Wembanyama découvrir un petit peu la post-season. Nos amis ont bien d'autres ambitions. On va regarder d'abord le bilan de cette équipe-là à la mi-mars. Ils sont deuxièmes de la conférence Ouest avec seulement 3 matchs de retard pour l'instant sur OKC. Et regardez-moi ce bilan. Ils ont dépassé une barre symbolique quand on est une jeune équipe comme ça, des 50 victoires, bilan de 51 victoires pour 18 défaites. Et puis surtout, 18 victoires sur les 20 derniers matchs. Avant de rentrer dans le détail, les gars, se poser la question aujourd'hui de savoir si les Spurs peuvent être champions alors qu'on est à la mi-mars, est-ce que c'est pas déjà fou? Si, c'est complètement fou, c'est presque inespéré. On voulait une progression quand tu parlais de play-in, c'était ça, c'est être à la lutte au play-in, être à la lutte au play-off, pourquoi pas s'offrir de l'expérience avec un premier tour, tu sors avec les honneurs, avec une victoire à domicile, on aurait été content pour Victor en fait. Mais au vu de sa progression, la progression de son équipe, la construction aussi, et cette série de victoires exceptionnelles, j'ai envie d'y croire, moi. J'ai envie de croire qu'avec un joueur hors norme, avec une équipe bien construite autour, une équipe bien coachée, on y reviendra aussi un petit peu, avec des confrontations face aux meilleures équipes remportées, donc des momentum magnifiques, on n'est pas fou de poser la question. Je trouve que c'est tout à fait logique. Mais c'est quand même une énorme surprise. C'est quand même une énorme surprise de les voir là, à pas si loin d'OKC, qui est l'équipe qui domine la NBA depuis 2 ans maintenant. C'est très surprenant. Et ce qui est surprenant, c'est que tu te dis que... Alors, Victor est un joueur hors norme, mais que c'est pas uniquement grâce à Victor en fait qui sont là. C'est grâce à l'émergence de Stephen Castle qui pour sa deuxième saison est énorme, Devin Vassell, ce noyau autour de lui qui s'est construit. Victor a loupé des matchs, ils ont continué à gagner. Alors bien sûr que Victor fait passer cette équipe à un niveau supérieur, mais les retrouver là à 51 victoires et je pense qu'ils vont finir à 58-59 vu le calendrier parce qu'ils ont quelques équipes en bois à jouer sur la fin de saison. Il y a encore 2 matchs contre Denver où là on a envie de voir Victor face à Jokic parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça les Spurs avaient gagné le bras de fer en disant à Victor allez mon grand, mets ton jogging et ta veste, tu vas te reposer. Mais alors, c'est très surprenant et ça change aussi un peu la vision qu'on va avoir. C'est-à-dire que si t'es 5e, 6e, t'attends un premier tour éventuellement gagné. Maintenant, t'es 2e de la conférence Ouest, le statut change. Le statut change et que c'est pour ça qu'on fait ce débat-là aussi, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que les Spurs peuvent prétendre et on va avoir des attentes peut-être supérieures à une équipe qui termine 5e, 6e et qui vont découvrir la post-season depuis... On va leur mettre la pression quelque part. Voilà, ouais. C'est un statut qui est différent à gérer. Je ne dis pas qu'ils sont favoris parce qu'il y a OKC, mais quand tu es 2e et que tu fais une saison à 58, 59 victoires, on va t'attendre plus haut que ce qui était peut-être prévu. Et même eux, naturellement, j'ai l'impression qu'ils se voient comme un vrai contender au titre. Regardez ce qu'a dit Victor quand les Spurs ont passé la barre des 50 victoires. Ça veut dire que l'on se développe, mais ce n'est toujours pas assez. J'en veux au moins 60 pour compenser ma première saison. Il est quand même dans des réflexions à lui, Victor, quand même. C'est-à-dire qu'il fait des calculs sur le nombre de victoires. Ouais, 1, 2, 3... Pour arriver à peu près à 50% dans sa vie. Il a raison. On voyait 2016-2017, c'était une saison à 61 victoires. La dernière fois que les Spurs sont allés en playoff, c'était en 2019. Mine de rien, ça fait du temps pour une franchise qu'on a toujours connue au top, nous, de notre vivant. Donc, moi, j'aime leur ambition. Et quand je dis leur ambition, c'est d'abord Victor, sa rage de vaincre, les célébrations dans les victoires, la haine de la défaite, même sur un All-Star Game. Et puis, j'ai l'impression que c'est contagieux. Parce que tous les mecs autour, et t'en parlais, le noyau dur, ils sont tous dans l'état d'esprit de... En fait, on vaut beaucoup mieux que ce que vous imaginez au vu de nos confrontations directes. Et on a tous en tête ce qui s'est passé face à OKC il y a 2 mois. Et c'est marrant quand tu dis on vaut beaucoup mieux que ce que vous imaginez. Regarde ce qu'il a dit encore une fois, Victor. Mon but n'a jamais été d'aller
en play-in, alors que nous, on espérait pour eux tranquille, c'était d'aller en play-off. Mais même si la saison serait réussie, d'une certaine manière, quand vous la regardez dans son entièreté, on a toujours 14 matchs à jouer. Et là, tu vois, il dit tout là-dedans. C'est que quelque part, la saison des Spurs, même s'ils se font sortir au premier tour, dans la construction de ce que va devenir cette équipe-là, on dit, les gars, c'est OK, il y en a avant vous qui sont passés par là. Mais eux, ils disent... Ils veulent pas se contenter de ça. Ok, ici, leur première apparition en playoff avec ce corps de joueurs, même si c'était Josh Giddey qui était encore là, c'est le deuxième tour de playoff, ils battent les Pels sur un premier tour, après ils perdent contre les Mavs qui vont en finale NBA. Et que ça fait partie du processus. Eux, j'ai pas l'impression qu'ils aient ça en tête, en fait. Eux, leur processus, c'est OK, on est deuxième de la conférence Est, on va en playoff, et nous, on va aller le plus loin possible. Donc il y a un changement de mindset avec OKC, on n'avait pas été si sévère que ça quand ils perdent contre les Mavs, parce que les Mavs, c'était Lucas et compagnie. Ouais, c'était logique. Apprentissage. Alors qu'ils avaient fait une saison régulière merveilleuse, que Shea était déjà à plus de 30 points de moyenne, mais on avait dit ok, ça fait partie du process avant d'être champion NBA. J'ai pas l'impression qu'ils aient cette même lecture qu'on avait eu avec OKC. Ce qui est intéressant dans la comparaison avec OKC, c'est que on savait avec Josh Giddey qu'ils n'étaient pas au maximum du potentiel de la structure de l'équipe. Avec les Spurs, je sais pas de quoi sera fait demain, on verra dans 5 ans qui y aura encore dans l'équipe, mais honnêtement, l'équipe est construite d'une telle manière où je vois pas trop de faiblesse. Ils sont déjà prêts. Trop de faiblesse. Ils vont pas changer de meneur de jeu, ils vont pas changer de backup, ils vont pas changer de pivot backup, ils vont pas changer d'ailier. Tu vois, si on prend tous les mecs qui ont d'expérience, Luke Cornett, Harrison Barnes, De'Aaron Fox, pour ne citer que... Les deux surtout, parce que oui, Fox, c'est que 7 matchs de playoff en carrière. Tout à fait, mais ça reste un mec qui a de la bouteille. Un tour de playoff même. Voilà, il a 7 matchs de playoff, t'as entièrement raison, mais par rapport aux autres, c'est un gars qu'on a déjà vu, qui est référencé, c'est dans ce sens-là que je dis ça. Donc en fait, ils ont déjà les vétérans qui normalement arrivent un petit peu après dans le process d'une équipe. C'est pour ça que je les trouve vachement en avance dans les résultats et dans l'expression collective. Dans les résultats, évidemment, mais s'ils ont ces résultats, c'est parce qu'ils jouent bien au basket. Et honnêtement, dans la qualité de jeu, c'est la 4e meilleure défense NBA, c'est la 3e attaque. Souvent, quand on parle des Lakers, par exemple, hier, on avait encore un débat sur la Wuna TV sur où on voit les Lakers. Ouais, mais les Lakers, pour moi, ils sont 20e défense NBA, 13e défense depuis 15 matchs. C'est mieux, mais 13e défense NBA pour être champion, c'est pas assez. Là, ils sont 4e défense et 3e attaque. C'est quand même... Alors oui, ils sont jeunes, on peut raconter la messe, mais sur les chiffres... Pourquoi leur interdire? Pourquoi les empêcher de... Non, ils ont tout ce qu'il faut. On a cet adage de dire qu'en play-off, les défenses se resserrent. Eux, je pense qu'ils ont même une marge encore de progression défensive. Et surtout, ils ont un mec qui, défensivement, change la donne. C'est Victor Wembanyama. On l'a vu contre les Hornets, ce pauvre Moussa Diabaté. Les mecs, ils font marche arrière. Ils font la main. Hop, on s'en va. Ils sont en côte. Il y a le panier. Ah putain, il y a un peu d'eau. Hop, allez, hop, on envoie derrière. Mais à lui tout seul, fait que cette équipe-là, elle peut aller très loin en play-off. Alors la défense, c'est ultra important. Ils l'ont déjà en magasin et je pense même qu'ils peuvent être un peu meilleurs même que ça. Et en attaque, c'est peut-être là où je trouve qu'ils ont une marge de progression qui est encore plus grande, parce que je pense que Victor peut aller encore plus haut en termes de production offensive, que je pense que Stephen Castle peut aller encore plus haut en termes que De'Aaron Fox. Ces mecs-là peuvent être meilleurs. Ils ont tout ce qu'il faut dans les chiffres, dans les datas, pour être une équipe qu'on peut voir fin juin en fait. Et cette histoire de dire l'inexpérience, je suis d'accord, l'inexpérience c'est important. C'est une réalité, C'est une réalité. Mais est-ce que cette équipe-là, avant de démarrer la saison, il y avait aussi l'inexpérience de Dylan Harper qui n'avait pas joué une saison entière et qui est capable de le faire, de la confirmation de Stephen Castle. Tout ça aussi, c'était des inexpériences. La première vraie saison du binôme De'Aaron Fox, Victor Wembanyama, parce que les dernières, je compte pas les matchs, de l'ensemble. Ça aussi, c'était des interrogations qu'on avait. Ils ont déjà répondu à toutes ces interrogations-là. Mitch Johnson, on avait des interrogations sur lui. Sur quand tu joues au KC en demi-finale de la NBA Cup. Pour moi, il a répondu à ces interrogations-là. Le seul petit bémol de leur saison, c'est cette finale contre les Knicks en NBA Cup. Où ils ont fait l'orage. Voilà. Exactement. L'inexpérience a fait foi à ce moment-là. Où ils prennent 124 ou 126 pions. C'est un jeu de mots, l'inexpérience, parce qu'ils perdent contre New York. Les Knicks, mais exactement. J'y ai pensé direct, merci à vous de souligner ça. Et ils ont pris un peu l'eau défensivement, ils prennent 126 pions, ils sont un peu débordés un peu partout, ils ont mal joué au basket. Mais peut-être que ce match-là leur a servi pour ce qui va se passer après. Mais Steph, parce que tu as raison, et c'est un des bémols que j'avais noté, c'est que dans un match, dans le seul grand match, avec un titre à jouer, ils ont fait l'orage, ils ont fait un peu petit garçon. Mais depuis 2026, comme l'année dernière. Depuis 2026, c'est la meilleure équipe de la Ligue. Oui. Ils enchaînent des victoires, ils en lâchent quelques-uns parce que par la fatigue et puis de toute façon, tout le monde. Tu peux pas gagner tous les matchs, tu as raison, comme tout le monde, mais depuis 2026, c'est ni plus ni moins la meilleure équipe de la Ligue. Et ça, quelque part, c'est aussi, encore une fois, tu parles des statuts d'être deuxième de la conférence Ouest, être la meilleure équipe en 2026. Et 2026, on n'est pas le 11 janvier, hein. on est mi-mars. Oui, c'est vrai. Donc, quelque part, ce statut-là, je pense que tous les équipes qui les jouent, ils se disent...
Ah ouais, en fait, c'est compliqué. Parce que depuis la finale perdue face aux Knicks, ce n'est plus la même équipe déjà. Ils ont énormément progressé. Je voudrais revenir sur l'aspect défensif et ça va englober tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu as raison de souligner qu'ils ont le meilleur défenseur de la ligue. On espère qu'il va faire les 65 matchs et qu'il soit pour la première fois de sa carrière. Deepoy, ce serait totalement mérité. Il change complètement le jeu. Mais je trouve que... Sauf si les Spurs vont faire des économies sur la re-signature, ils le font pas jouer comme ça. Tout à fait. Il est ni first team, Mais bon, ni Deepoy. je serais complètement con de faire ça, mais bon... Belle Bifort, si tu nous entends. Belle vision du métier. Ouais, c'est clair. Ils ont le meilleur défenseur de toute la ligue. Mais là... L'arrivée de Stephen Castle, la draft de Stephen Castle, change complètement aussi leur défense. Ils ont, je sais pas si c'est mais en tout cas l'un des meilleurs défenseurs extérieurs de toute la ligue. Avoir un gars aussi solide sur les appuis, qui anticipe de ouf, très bon intercepteur, super dans les rotations, et qui derrière te permet de décaler De'Aaron Fox à l'aile et d'avoir des gars qui sont plus intelligents que très bons défenseurs. Tu caches un peu, De'Aaron Fox. Tu vois, non, mais Harrison Barnes, c'est un défenseur intelligent, capable et tout. Personne va le citer parmi les meilleurs défenseurs de la ligue. Mais ça te permet d'avoir Devin Vassell, De'Aaron Fox et Harrison Barnes, qui sont des gars intelligents, dans les ailes. Donc, en fait, ta défense, elle est tellement bien axée sur la position 1 et 5 qu'en fait, ça te permet, quoi qu'il arrive, d'être dans tous les matchs. Ensuite, tu as l'aspect offensif. Et là, Steph, t'as dit des trucs super intéressants. Vous avez vu tout à l'heure le tableau de Tom. Ils sont 4e équipe qui produit le plus de passes de toute la ligue. Mais ça, c'était totalement inespéré l'année dernière, les gars. Inespéré. C'est-à-dire qu'ils ont des mecs agressifs ballon en main. Ils ont la menace en haut avec Victor et Luc Cornet qui est magnifique aussi sur le pick and dive. Ils ont des mecs qui sont capables de shooter externe. En fait, c'est une attaque, entre guillemets, que je qualifierais de parfaite. Elle est parfaite, l'attaque. Donc maintenant, on verra dans les grands moments, dans les money time de playoff, on verra face à OKC, on verra face à Denver, on verra face à toutes les grandes équipes qui ont de l'expérience. Mais je crois qu'ils arrivent en tout cas avec le plein de confiance parce que les grands moments de saison régulière, ils ont déjà parfaitement réglé. Et pour compléter ton aspect défensif, je crois que c'est Tyronn Lue, je crois que les Spurs ont joué les Clippers il n'y a pas si longtemps que ça. Tyronn Lue dit en fait, leur défense, elle est ultra agressive sur les postes arrière. Pourquoi ? Parce que si jamais ils sont battus, il y a tonton à 2,24. Donc, t'as battu ton mec, c'est bien, mais après, il y a Victor derrière. Et c'est une autre problématique. Et cette pression défensive sur les arrières, c'est ce qui fait mal, en fait, aux autres équipes. Ça fait penser à qui, ça ? À OKC, hein. Un petit peu, avec Shuttlegram. Les premiers, là, ils sont cinglés. Ouais. Hein. Kayson Wallace, Alex Caruso et tout. C'est des oufs. Ils sont tellement dans l'interception. Parfois, même, c'est trop. Oui. On l'a dit souvent, c'est trop. Mais en fait, ça donne là. Ça donne là. Quand t'es très haut sur la ligne de passe, viens le backdoor. Il est possible, le backdoor. Mais t'as Victor qui est là, qui va contrôler. Il va falloir mettre un tiers de l'espace aussi pour scorer. Tout à fait. Caruso, il met des contres avec sa basket. Ça peut être début de bagarre, ça, un match. Hein. Après, il touche que la balle. Ça m'a fait sourire. Moi aussi. Il touche que la balle. Il a pris photo que la balle. Après, il était sanctionné. Panier accordé, faute technique. C'est du rugby en fait maintenant le truc. Non mais il touche le bras, il lui fait mal et tout, bagarre. Oui, il touche que le ballon, bon, bravo Alex. C'était marrant, très bien. Je préfère ça où il jette la basket pour dans les tribunes et il ça me fait plus rire de jeter la basket dans les tribunes. Le mec qui prend sa bière dans la tête. On a parlé du match perdu face aux Knicks, mais il n'empêche que dans la saison régulière, on va le voir en tableau, face au gros de la ligue. Ils sont là. Ils sont là. Ils ont battu. On se souvient du match à Détroit en 2026 là aussi où ils vont gagner alors que Détroit leur met une guerre incroyable. Ils en sortent vainqueurs. Et regardez par rapport à tous le top 10 NBA, en fait, ils regardent tout le monde yeux dans les yeux. Même si Victor, c'est pas simple de le regarder les yeux dans les yeux. Non, ça c'est clair. Mais ça, je trouve que c'est le vrai truc positif de cette saison pour les Spurs. Parce que quand on parle d'inexpérience, normalement, c'est dans ces match-up-là qui devraient être un petit peu sous la moyenne. Bah non, c'est juste la deuxième meilleure équipe de toute la NBA. Et dans des matchs que tout le monde regarde, parce que grâce à Victor, les matchs sont à la télé nationale, ils sont capables de produire des énormes games avec des matchs serrés qu'ils arrivent à remporter. Ça, pour moi, c'est le game changer théorique pour les playoffs qui vont arriver. Quand on parle d'inexpérience, oui, mais quand on voit ça, j'ai envie de te dire pourquoi ils seraient moins bons que les autres. Sachant que pour moi, ils sont même premiers parce que Détroit est dans la conférence Est, donc ils ont moins de confrontations avec des et équipes. sachant qu'ils l'ont sur Détroit, ils ont gagné 2 fois contre Détroit. Après, les gars, il n'empêche que le gap de passer de je fais pas les playoffs à je suis champion NBA, il est énorme. On a ce souvenir des Celtics. Ah, les Celtics aussi. Les Celtics en 2008, les Celtics en 2007 qui font pas playoff. Mais c'est une configuration différente parce qu'ils font venir. Laisse-moi le bout de mon truc. On la connaît l'histoire. Non, mais nous vend pas un faux argument. Prends Dallas. Mais c'est pas un faux argument, c'est un fait. Les Celtics font pas les playoffs en 2007, ils sont champions en 2008. Alors après, par contre, ils signent des darons. Il y en a d'autres des exemples aussi. Dans ces cas-là, il y a les Warriors qui font pas les playoffs dans l'année où Curry est blessé. Après, ils sont champions. Ça arrive souvent, c'est ça que tu veux dire. Ouais, ça arrive souvent, mais c'est des corps d'équipe avec un vécu différent. Oui. Les Celtics, ça n'existait pas le corps. Oui, mais ils font venir 3 mecs. C'est pour ça qu'en fait, il y a des exemples factuels, mais en fait, sur la construction de ces Spurs-là, avec quasiment la même équipe, c'est du jamais vu. De se dire que tu fais pas les playoffs
tu peux être champion. Dallas, ils sont pas champions, ils vont en finale, mais il y a quand même Kyrie qui arrive en. Ça ressemble un peu à l'arrivée d'Aaron Fox, on va dire. Avec finalement une saison et des blessures que tu laisses un petit peu partir comme ça. Donc c'est la meilleure comparaison qu'on puisse faire finalement avec les Spurs. Mais qu'est-ce qui est préjudiciable dans une campagne de playoff sur l'inexpérience? Parce que le seul argument que les gens ont, c'est ils n'ont pas d'expérience de playoff. C'est quoi qui est préjudiciable en fait? C'est jouer les possessions qui sont un peu plus importantes. C'est Mitch Johnson qui fait les ajustements tactiques d'un match sur l'autre. Tu me dis ça comme si c'était un détail. En fait, c'est l'essence même, l'ADN d'un playoff. Moi, Stephen Castle, qu'on adore, je le vois quand même des fois forcer un peu des choses, perdre quelques ballons importants. En playoff, quand tu perds un match, hop, 1-0 pour les autres ou 2-1 pour les autres. Je pense que ça, c'est pas rien. Mitch Johnson, qu'on adore aussi, mais sur des plays, peut-être trouver le bon 5 pour finir le match. Ça, c'est ça l'essence même des playoffs et ils l'ont pas vécu. Donc, on a le droit d'avoir une interrogation là-dessus. Mais je te rejoins complètement. L'inexpérience fait foi dans les moments bascules. Les moments bascules, c'est quand t'es mené, ok. Ton premier match à l'extérieur. Quand tu mènes, quand tu dois gagner ce match pour passer au match d'après. Et le Saint Graal, c'est un match 7. Match 7 d'une série de playoffs, un match 7 d'une finale NBA. En fait, tous ces moments qui sont, en termes de tension, un petit peu différent. C'est quand même plus facile quand on a déjà joué 5 avant, quoi. Est-ce que la star de cette équipe-là, qui est Victor Wembanyama, est-ce qu'on peut pas prendre en compte son vécu en Europe et en France? Possible. Finale. Non. Des matchs à enjeu où il y a des titres au bout. Il les perd les matchs. Non, moi je pense que l'expérience NBA, c'est l'expérience NBA. Il n'y a jamais de 7 matchs d'affilée, ça n'existe pas dans le basket mondial. Une finale olympique, la finale avec les Mets 92, ça compte pas dans son bagage Ça compte, mais pas autant que, je sais pas contre qui ils vont jouer, contre Minnesota qui a fait deux finales de conf, tu vois. Moi, je pense que ça compte parce que tu dis, ils perdent les finales, mais bon, ils gagnent des demi. À la demi, quand avec les Mets, ils tapent l'Asvel, la demi-finale, c'est un vécu. Ils n'ont pas l'avantage du terrain. Ils ont l'avantage du terrain, mais ils font une demi-finale monstrueuse. Quand ils en perdent un, ils vont avec Bilal qui fait un super match à 3. Ça, c'est du vécu aussi. Il n'y a pas que la finale. Non, mais ça compte. Non, mais ça compte. Par contre, ça compte, mais minimisons un petit peu ça. Je veux dire, des trucs avec des mecs qui n'ont rien à voir. Certes. C'est tellement pas le même truc. Mec, il avait 18 ans, il sort l'Asvel. Enfin, tout ça, ça reste un vécu. Je te dis pas que c'est un argument premier. Les Jeux Olympiques, des matchs quart de finale, demi-finale, finale, c'est quand même un bagage. Ça compte, mais c'est une semaine avec d'autres mecs. Pour moi, la NBA est tellement particulière, on le dit tout le temps. Revenons sur le contexte playoff. La fatigue n'est pas la même. T'as raison. Revenons alors sur le contexte NBA. Il y a un truc sur lequel je veux vous lancer, c'est que jouer la même équipe tous les 2 jours. Et les ajustements, les match-ups. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'ils vont découvrir. Par rapport à d'autres qui, pour le coup, sont en avance sur ce vécu playoff qui est particulier. Tu joues en 10 jours 4, 5, 6 ou 7 fois la même équipe. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. Et en face, t'as des coachs qui vont s'adapter. Oui, mais c'est souvent une bataille de coach sur qu'est-ce qui a bien marché sur le match 1, qu'est-ce qui n'a pas marché, sur quoi, où est-ce qu'ils nous ont embêtés, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Si jamais Victor est embêté, je sais pas, au premier tour, il joue les Clips, ils mettent, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, ils mettent Kawhi sur lui, qui vient lui casser les bonbons, machin. Comment on peut faire pour pénaliser Kawhi justement sur Victor Wembanyama? Mais ça fait partie du métier de staff. Mitch Johnson, il est certes c'est le head coach, mais il y a quand même du monde autour de lui qui vont pouvoir l'aiguiller. Et puis, je trouve que c'est peut-être plus simple de s'ajuster à une équipe qui n'a pas Victor Wembanyama. Parce que comment tu fais d'un match sur l'autre pour t'ajuster sur Victor Wembanyama qui fait 2,24 et qui peut faire... C'est pas une seule chose embêtante, Victor Wembanyama. C'est pas, il est grand, il prend des balles en l'air, il met des trucs. Il est tellement omniprésent dans le jeu des Spurs sur je peux aller au large, je tire à 3 points, je peux faire du post-up, je suis trappé, j'ai une qualité de passe. C'est plus compliqué, je pense, pour les adversaires des Spurs à s'ajuster sur Victor Wembanyama que l'inverse en fait. Je trouve que c'est un avantage d'avoir un joueur comme ça. Et je rajoute un truc par rapport à sa période au Mets, au JO. Je crois que c'est pas ça. Non, c'est que ce qu'on peut dire de Victor, c'est que même quand le niveau s'élève et qu'on est vraiment au top du top, en fait, son niveau plancher est tellement élevé qu'il peut passer à côté. Alors, est-ce qu'il sera capable de gérer les fautes? Tu vois, ça, c'est une question de play-off. Pour l'instant, personne ne peut le dire vu qu'il a jamais joué en play-off. En revanche, je suis sûr qu'il va continuer à être une dissuasion extraordinaire. Je sais qu'il va mettre ses 20 points par match. Même dans un mauvais match, il va continuer à aller sur la ligne des lancers francs. Il va décanter les choses. S'il y a des prises à 2, des prises à 3, il va faire la bonne passe. Ça, j'en suis sûr. Est-ce que ce sera suffisant pour passer un tour, 2 tours, 3 tours? On en discutera, mais c'est son niveau plancher, moi, qui m'impressionne depuis le début de sa carrière, plus que le fait qu'il soit expérimenté ou non. Ça, c'est peut-être même sa qualité première, je trouve. C'est qu'il peut passer au travers en attaque, être très maladroit et finir meilleur joueur du match et retourner complètement les matchs à lui tout seul. C'est quand même... Allons sur la saison de Victor. Tu vois, on parlait de la finale des Jeux Olympiques, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai l'impression. 1 an et demi, ouais, maintenant. J'ai l'impression que c'est plus du tout le même joueur.
Non. Il a pris 10 kilos de muscle. Tu vois, je vais te faire une take. Je pense que si tu mets le Victor d'aujourd'hui en finale de Olympique, je pense qu'on la gagne. Je sais pas. C'est pour faire un peu parler. Malgré tout, Steph Curry, toujours Steph Curry. À 3 points, il est pas sur les actions. Il est venu peut-être que tu l'as pas le Money Time. Bref, on va pas. Tu t'enflammes complètement. J'avais envie. C'est pas la même soirée. C'est pas la même soirée. Et là, j'aurais pas raté le matin l'émission. J'aurais raté une semaine de travail. Il est devenu deuxième au MVP Ladder aujourd'hui. Et c'est mérité. Et c'est mérité. Ils sont à 51 victoires. C'est la deuxième force de la conférence Ouest qui est réputée la meilleure conférence. Le MVP Ladder, on rappelle, c'est semaine par semaine. L'échelle du MVP. Mais aujourd'hui, il n'y a rien à dire. C'est le meilleur défenseur NBA. Il fait partie des meilleurs attaquants. Son équipe est tout en haut et a le meilleur bilan sur les 20 derniers matchs. Mais c'est normal qu'il soit deuxième derrière chez Alexander. C'est logique, mais sa progression par rapport à 2024, oui, déjà c'est une progression physique. On le voit son changement de statut physique, même si j'ai l'impression que c'est un garçon qui est vite dans les émotions. À Paris 2024, on l'a vu en larmes. Là, quand il gagne, où ils sont à moins 25 contre... c'est Houston? Non. Les Clippers. Il était à bout nerveusement. Il avait fatigue parce qu'il est fatigué. Très fatigué. Mais c'est un garçon qui est beaucoup dans les émotions. Oui, mais pas dans les matchs, après les matchs. Exactement. Après les matchs, super important. Oui. Et pour moi, ça, c'est archi important parce que être dans l'émotion dans un match... Ça, c'est pas bon. Je peux t'en parler. Moi, j'étais dans l'émotion dès l'échauffement. Donc, et t'as raison. Et c'est vrai que ça a interrogé Victor qui pleure alors que c'est un match de saison régulière où ils reviennent, certes, le scénario est fou, mais il pleure après ce match-là. Mais en fait, c'est toujours après. Parce que même sur le terrain, il a toujours ce poker face. Toujours. Il est toujours très fermé. Et ça, c'est un avantage sur les matchs de playoff où il y a beaucoup de tension. Être capable d'avoir cette sérénité-là. Ne jamais trop haut dans les émotions et jamais trop bas dans les émotions. Après, à la fin du match, tu fais ce que tu veux. Bien sûr. L'instant T avant tout. Vous savez que depuis tout à l'heure, on parle de Victor et c'est normal. Est-ce que vous avez la sensation que De'Aaron Fox, c'est pas lui qui a la clé d'un round de playoff qui pourrait devenir exceptionnel? On va voir les stats de De'Aaron Fox. Très intéressant d'aller sur De'Aaron Fox. Je trouve que j'ai été déçu un petit peu, moi, de son arrivée, de son début de saison. Je trouve qu'il perdait beaucoup de ballons. Alors, il a été blessé en début de saison, qu'il perdait beaucoup de ballons et on l'attendait dans des moments clutch et il n'était pas bon. Il était vraiment pas bon. Il a été décalé en deuxième arrière. Je trouve que ça lui va beaucoup mieux défensivement aussi. Mais même en attaque, c'est Stephen Castle qui s'est clairement installé comme le meneur titulaire. Et je trouve que même si c'est des stats les moins bonnes en carrière depuis que les sophomores, c'est logique. Parce qu'évidemment c'est dilué de manière différente. Je trouve que ça lui va beaucoup mieux de jouer avec Stephen Castle. Ils sont enfin trouvés. Et puis en fait, on arrête de dire tiens à toi, à moi, je monte la balle. Castle est le meneur titulaire et De'Aaron Fox. On lui a quelque part. Il a le salaire pour quand même être meneur titulaire et avoir plus de responsabilités, mais il joue à côté de Castle. Dans le 5, et je trouve qu'on lui a enlevé malgré tout pas mal de pression et ça lui va bien. Même si je trouve qu'on lui donne pas mal de responsabilités dans les money time, c'est souvent lui qui a le ballon dans les mains, qui joue les pick and roll. Quand il y a quelques gros tirs importants, il est capable de les prendre et il les prend. Vous en attendez plus là, de De'Aaron Fox? Moi, je trouve qu'il fallait rentrer dans le moule des Spurs, s'adapter à Victor Wembanyama, l'émergence de Stephen Castle qui confirme, des joueurs du banc qui sont bons quand Keldon Johnson rentre, Devin Vassell aussi, on n'en parle pas, mais qui a une énorme importance dans cet effectif des Spurs. Moi, je trouve que... Qui a beaucoup de play avec Victor Vassell. Je trouve que De'Aaron Fox, il a compris son rôle. Alors, c'était plus le rôle, c'est pas le go-to guy. C'est pas Sacramento. Mais il était venu pour ça. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il était venu pour ça. Et c'est l'émergence de Castle qui est encore plus fort que ce qu'on imaginait, qui a changé un peu la donne. Ouais, mais je trouve que c'est preuve d'intelligence de se dire, attends, on a 51 victoires, ok, j'ai plus les ballons comme j'avais à Sacramento, l'équipe tourne bien. Je trouve qu'il faut lui donner ça aussi à De'Aaron Fox, parce que si c'était un branleur en disant, attendez, moi j'ai que ça, je suis venu aux Spurs, j'ai que ça comme ballon, il aurait pu flinguer en fait. 20 points par match quand même, 19 points par match. Il est All-Star cette année. Mais il aurait pu flinguer cette alchimie. Ouais, mais je pense qu'il s'est aussi rendu compte, mine de rien, que d'être autour de Victor dans un bête de collectif et gagner des matchs, c'est kiffant, mec. C'est kiffant, deux, c'est comme ça que tu vas faire les accomplissements. Là, il va au All-Star Game, il y a eu beaucoup de blessures. On se pose la question, Castle ou lui. C'est lui qui va, il n'y a rien à dire, tout le monde est content. Et j'ai l'impression que ça gêne absolument personne au sein de l'effectif. C'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que, d'après vous, c'est pas lui qui a la clé? Parce que c'est lui, le mec clutch, il a été élu par la NBA il y a deux ou 3 ans maintenant. C'est lui qui a plus d'expérience sur les postes d'arrière. Exactement. Et c'est lui c'est le meilleur joueur de 1 contre 1. Or, Victor, bien sûr, c'est le meilleur joueur de 1 contre 1. Il est exceptionnel avec sa vitesse, son dribble et sa capacité à mettre des flotteurs ou des tirs extérieurs. S'il est très bon en playoff, les Spurs seront très bons en playoff. C'est le mec sur lequel j'ai pas des doutes, mais point d'interrogation. C'est que paradoxalement, c'est le plus de certitude sur Stephen Castle. Presque. Sa défense fait qu'en fait, il sera toujours sur le terrain, il va toujours avoir un impact. Moi, ce qui est fou, c'est que De'Aaron Fox, sur les arrières, c'est lui le plus expérimenté. Il n'y a pas photo. Et c'est sur qui j'ai le plus gros point d'interrogation. Alors que je le vois faire. J'ai des attentes par rapport au parce que les attentes sont élevées. Alors que je le vois faire moins de mauvais choix, entre guillemets, que Stephen Castle, qui est capable parfois de partir dans un mur. C'est un bully. Il y a un peu plus de lecture et de science du jeu de Fox que chez Castle. Moi, c'est plus Stephen Castle. Vous parlez d'inexpérience et compagnie.
Castle, c'est sa 2e saison. Il est starter d'une équipe qui va être 2e de la conférence Ouest et qui va prétendre éventuellement à une finale de conférence. Moi, c'est lui que... Chaque fois que je regarde tous les matchs des Spurs que je regarde, je le vois des fois faire du 1 contre 3, partir de la première, beaucoup aller réclamer des fautes. Après, il est tellement puissant, tellement rapide qu'il a l'impression qu'il y a souvent faute sur lui. Il est juteux, ce bâtard. Il perd quand même des fois des ballons. Et chaque fois, je me dis, mais en playoff, s'il fait ça dans un money time, mais je crois qu'il va devoir passer par là. Il va devoir passer par là pour qu'à un moment, il se dise, je perds 2 ballons archi importants dans la dernière minute d'un money time de playoff. Oui, bon. Parce que des fois, il fait des trucs. Mais encore une fois, il fait tellement de belles choses à côté. Ça va être Amit Johnson aussi, de temps en temps, de le prendre par la main comme ça et lui dire, donne la balle à De'Aaron Fox, mec, vas-y. Mais il lui donne la balle naturellement. Après, Stephen Castle, il a quand même une relation. Ils sont, franchement, dans le jeu, Steph Castle et Victor, ils ont une relation qui est tellement exceptionnelle. C'est-à-dire que c'est rare d'avoir un petit qui fait des passes à l'eau pour un grand et un grand qui fait des passes à l'eau pour un petit. Ouais. Ils ont développé un truc en 1 an et demi là qui est exceptionnel. C'est Luc Cornet qui l'a dit d'ailleurs. Faut un petit juteux aussi. C'est mieux que ce soit lui que moi, ça c'est sûr. Vous avez vu Luc Cornet qui a dit, les gars, quand on s'est retrouvés faire des scrimmages en septembre avant la saison, franchement, c'était abusé le nombre d'alley-oops qui s'envoyaient les uns et les autres. C'est Luc Cornet qui est hyper intelligent, super grand, bon défenseur, qui disait ouais, moi j'étais comme ça, hop, je baissais la tête, il y avait toujours un mec qui était derrière moi en train de jouer au marsupilami. On va regarder les cotes justement des Spurs parce que c'est la question qu'on se pose. Est-ce que les Spurs peuvent être champions, donc aller en finale NBA? Regardez la cote sur Wina. Ils sont qu'à 7,50, j'ai envie de dire. Oui, mais c'est normal parce que OKC est à 2,25. Ils sont très très largement favoris pour les Bookers. Ils ont baissé. Tout à fait. Non, Boston, du coup, depuis le retour de Tatum, est devenu numéro 1. Ils étaient à peu près numéro 1 depuis le début, non? Boston? L'Est, hein. Si, je t'assure, je crois. Non, mais là, c'est champion NBA, là. Ouais, c'est champion NBA. C'est champion NBA, c'est pas finale autant pour moi. C'est champion NBA, ça. Ah, mais c'est champion NBA, ça change quoi, du coup? Oui, depuis que Tatum est revenu, la cote des Celtics a baissé, c'est ça que je te dis. Ah, ok, d'accord. Bah, c'est une info que j'avais. Je pensais qu'il était. Pour moi, il était deuxième depuis le début. Ah ouais? Ouais. Ok. Bon, bref. En tout cas, les Spurs sont 3e. Denver, ouais, grave. Et les Spurs sont logiquement 3e, en fait. C'est leur place au sein de la NBA aujourd'hui. Projetons-nous un petit peu sur OKC qui semble être leur concurrent direct. Alors que Détroit n'est même pas dans les cotes. Ouais, mais ça, c'est abusé, ça. Incompréhensible. Donc c'est dur de comprendre par moi. Allons sur OKC, on imagine, on rêve, alors il y a plein de tours de playoffs, des confrontations de playoffs qu'on a envie de voir, mais un OKC Spurs, on sait que les Spurs ont pris quelque part un ascendant psychologique, je ne sais pas s'il marche encore du côté d'OKC avec le retour de Shea notamment en ce moment, mais ils ont un avantage psychologique sur les confrontations qu'il y a eu. On peut imaginer, quand on connaît la dureté, l'expérience, et puis le champion titre qui est le Thunder, on peut imaginer les Spurs sortir OKC. L'ascendant psychologique, il est bien d'avoir gagné des confrontations, mais je suis pas sûr qu'il leur soit profitable si jamais ils jouent au KC. Parce que je pense qu'OKC, qui est une équipe qui n'a pas un ego surdimensionné, mais que, tu vois, cette stat-là, je pense qu'ils en entendent beaucoup parler. Oui, en disant, les Spurs, c'est votre rival numéro 1, vos rivaux numéro 1, ils vous ont tapé 4 fois cette saison. Peut-être, je pense que c'est pas bon d'avoir tapé une équipe 4 fois du niveau d'OKC. Après, Victor a souvent été en difficulté. Je ne sais pas comment OKC va être capable de s'adapter. Victor a souvent été en difficulté contre Dillon Brooks ou des mecs un peu sous-dimensionnés qui viennent à la mailloche. Eux, c'est Chet Holmgren et Isaiah Hartenstein. Est-ce qu'ils ont un mec un peu sous-dimensionné? Ludort, c'est vraiment trop mais ils envoient même Kayson Wallace des fois pour mettre des petits un peu dans les hanches, mais des très petits quoi. Et ils mettent beaucoup d'aides. C'est vrai qu'ils n'ont pas ce gars mid qui pourrait être J-Dub. Oui. C'est J-Dub Ludort, en vrai, c'est les mecs qui jouent. Tu sais que tu parlais de l'orgueil d'OKC. Souvenez-vous quand même que OKC a mis une énorme doudoune terrible en 2026. Parmi les défaites de 2026, il y a une défaite au Thunder où ils sont arrivés revanchards et ils les ont détruits. Oui. Donc, en fait, c'est la série qu'on a tous envie de voir. Le souci, c'est que c'est une finale de conf. Oui. Donc, ça voudrait dire que les Spurs vont passer 2 tours. Les Spurs arrivent plein badin. Donc en vrai c'est la série qu'on rêve tous à part les fans des Lakers. Donc non, franchement ce serait fantastique sur le plateau à part moi, ça c'est clair. Mais j'ai envie de croire en tout cas que on a souvent dit Hakeem Olajuwon et les Bulls et tout. Moi j'ai envie de croire que Victor est le Hakeem de Michael Jordan. Alors on va espérer qu'il y ait une série de playoffs entre ces deux équipes, mais Victor c'est l'atout quoi, c'est la kryptonite de Casey les gars. Le problème c'est qu'Hakeem a gagné sans Jordan. C'est pour ça que je dis. Et moi j'aimerais bien que Victor gagne avec Shea et avec ce sera la réalité de cette saison ou de l'avenir. On sait que les équilibres des équipes c'est hyper fragile. Donc on verra. Mais moi j'aime bien croire que Victor de toute façon c'est l'arme absolue du basket et que sur les 10 prochaines années il va faire 5 finales NBA. Donc forcément, à un moment donné, il va taper au Kessie. On vous a posé la question comme chaque semaine, donc pour savoir si vous voyez les Spurs être champions cette année. Et il y a Gone405 qui nous dit « Oui, c'est possible dès cette saison. Un alien, une vraie équipe, tout le monde défend dur. Presque tout le monde peut shooter. Et malgré le manque d'expérience en play-off, ils ont prouvé lors des matchs à haute intensité, notamment en NBA Cup, qu'ils pouvaient relever le défi. Donc on est plutôt confiants. J'ai progressé. Mais je fais des cours de lecture. Tu vas à la médiathèque? Il y a Paco. Il y a Paco. C'est Paco Lolé. Ça m'étonnerait que ce soit Paco Lolé. Une photo de Reggie Miller, ça peut pas être lui?
Non, dommage, Paco, on l'aime bien, il regarde ce qu'on fait un peu. D'un mec qui... Il faut tous peut-être. J'entends beaucoup parler d'inexpérience, ce qui est un argument valable en effet. Néanmoins, OKC était une équipe inexpérimentée l'année dernière, pas trop quand même, et ils ont roulé sur tout le monde. Honnêtement, même si on sait que les playoffs, c'est un autre sport, je vois mal qui les tient en 7. On est ambitieux, hein. Et là, on finit avec le monde du petit Lolo, pourquoi pas. Avant de parler de champion NBA, déjà, faut qu'il passe le premier tour, car les playoffs NBA, ça reste un moment à part et seulement quelques joueurs brillent. Alors, à mon sens, ils ne doivent pas se précipiter, mais c'est sûr qu'au vu de leur saison, ils peuvent y croire. Donc, il y a quand même beaucoup d'optimisme autour des Spurs, mais c'est dur de pas l'être. Alors, je sais que certains nous taxent d'en faire beaucoup autour de Victor et des Spurs, mais en même temps, il y a un mec, c'est sa troisième année NBA, il est en course pour être MVP, son équipe, elle est deuxième de conférence Ouest. Puis les Français. Ouais, les ouais. Français, d'un moment, il est quatrième meilleure défense, troisième meilleure attaque. On est obligé aussi, et on essaie de rester le plus objectif possible, mais on vient de le faire pendant 20-25 minutes. Ils ont tout pour se dire, mais cette année, on peut le faire. Mais est-ce que les gens qui disent ça regardent ce qui se passe aux US? Parce qu'aux US, ils sont cinglés avec Victor. C'est 10 fois plus que nous. Hein. Et l'alien et le machin, ils en font des tonnes. Nous, on est même parfois un peu mesurés. Ça veut dire, ils en font beaucoup. On va dire. Non. Donc, moi, je pense à un moment donné que c'est juste, si vous aimez le basket, mais aimez ces Spurs. Et si vous détestez les Spurs, tant mieux, ce sera votre némésis pendant plusieurs années. Mais sinon, moi, j'ai beaucoup d'attentes. J'ai qu'une hâte, c'est que les playoffs commencent et que soit ils fassent mentir les haters ou ceux qui ont des doutes, soit ils se vautrent la gueule et ils auront raison. Et on pourra dire à l'année prochaine, voilà, c'est tout. Bon, allez, Après, les gens qui s'intéressent aux États-Unis en ce moment, peut-être qu'ils s'intéressent à autre chose que du basket. C'est-à-dire, tu penses à quoi? Je sais pas. Donald T, baby. Allez, on a parlé des Spurs et d'un alien avec Victor. On va parler d'un autre alien dans un autre style. C'est Luka Doncic qu'on va faire en palette. Quand il est bien, il est bien. Luka, en général, là, il a fait un bon voyage dans le Texas. Alors, il n'était pas dans sa ville de cœur qui est Dallas. Il n'était pas loin du côté d'Houston. Il a détruit les Rockets. 36 points pour une première victoire, 100-82. Puis 40 hier soir pour une nouvelle victoire, 124-116. Alors, nous, on a pris le premier match de Luka face aux Rockets, Thomas, pour voir à quel point déjà il est affûté et à quel point il est facile à son rythme. En fait, il fait ce qu'il veut sur un terrain. Absolument. Sache, pour ton info, qu'il va à Dallas le 6 avril. Donc comme ça, tu pourras regarder un autre match avec un chapeau de C'est un cow-boy. énorme match en plus, parce que les matchs sont très bien en ce moment. Tout à fait, absolument. Allez, allons-y. On passe d'un alien à un génie du basket. Voilà, tout simplement parce que Luka est un génie du basket et vous allez le voir. Dans ce match-là, c'est des actions de courant de match, on va dire ça comme ça, pour Luka. On va voir toute sa palette. Regardez déjà les petits systèmes, là, l'espèce de double écran dans la transi pour les Lakers. C'est intéressant avec Rui Hachimura qui met un bon... très haut, t'as raison, ils sont presque ligne médiane, pour provoquer des switches. Et regarde le deuxième écran de DeAndre Ayton. Alors sachez que DeAndre Ayton pose des bons écrans. C'est la bonne info de cette saison. Regardez le mouvement de LeBron, on en parlait tout à l'heure, le mouvement sur ballon de l'équipe de DJ Redick qui est quand même très intéressant. Et Luka, qui se promène, Clint Capella qui fait un drop coverage d'un autre temps. Le problème, c'est que si tu lui laisses 3,50 m pour lâcher une petite filoche en rythme à Luka, bah, il va marquer. Première action simple, mais un système intéressant pour démarquer. Ce qui est intéressant, c'est que très tôt, ils vont punir le repli, ils vont replier le approximatif des Rockets. En fait, on l'a dit, il est très haut le système, cette espèce de... C'est une transi. Ouais, c'est une transi. Il vient faire 2 écrans parce que Luka, c'est un mec qui cherche toujours le switch idéal pour lui. Et là, tu vois, il a Terryson, qui est le meilleur défenseur des Rockets sur le terrain. Il va envoyer Rich Shepard, qui est un arrière qui défend pas trop, mais hop, il veut le grand. Et sur 2 écrans, il se retrouve avec Clint Capella, tu peux pas aller chercher. Switch action facile. Switch de la facilité pour les Rockets, alors que c'est très haut, tu peux passer en dessous et elle récupère mais quand tu fais ça avec Luka, bah t'es puni de toute façon. T'es puni. Première action, puni. Tampon culotte. Allez, deuxième action, on y va tout. On y va tout de suite. On enchaîne tout de suite. Parce que Luka est un génie, bien sûr, mais pas que par le scoring. Alors là, on est en contre-attaque. On est juste après dans ce match-là pour les Lakers face aux Rockets. Regardez, un 3 contre 2 à jouer. Et donc Luka Doncic qui encane et qui donc court. Il y avait peut-être un petit lob là à passer à Rui Hachimura pour jouer le loop. Qui avait fait l'effort pourtant quoi. Tout à fait. Normalement on récompense. Luka pas content, c'est pas sympa. Parce que Luka il a envie de se remettre en position, il a envie de trucs. Ce qu'on aime avec Luka, c'est la tête haute et toujours la passe bien dosée. Il va repérer ce mismatch flagrant de Rui Hachimura avec Rich Shepard. Vous avez vu le petit mouvement de Rui Hachimura là? Ça paraît pas grand chose, mais il a pris sa place et derrière il peut péter ce beau dunk. On aime ces prises de position. Alors ça paraît tout simple, mais pour les jeunes basketteurs, prenez la position, maintenez un petit peu les mecs comme ça vous donnera un avantage. Stephen? Ouais, alors Luka qui est sur la contre-attaque, mais déjà il monopolise 3 mecs des Rockets. Il revient, il regarde tout de suite ce qui se passe. Et Rui Hachimura très intelligent. Alors c'est Rich Shepard qui a un déficit de taille, qui essaye de passer devant. Le problème c'est qu'il y a un déficit de poids aussi. Et Rui Hachimura le fait reculer et ça crée une fenêtre
fenêtre de passe qui est quand même un peu plus large. On connaît la qualité de passe de Lucas. Bien juteux, notre ami japonais. Toujours. En détente sèche. Les Lakers, c'est une des meilleures équipes de toute la NBA pour jouer ces mismatchs avec balle lobée. Ce qui, faut le dire, hein, c'est des actions d'un autre temps. C'est des trucs que même nous, on nous a appris à faire, qu'on voit un peu moins. Mais mine de rien, quand il y a des mismatchs, t'as toujours un ailier qui va dominer par sa taille. là, C'est un bon passeur. Vaut mieux avoir un bon passeur. Là, y a- Si c'est Erwan, c'est balle en touche. Oh, t'es sévère avec ma qualité de passe. Planche direct. Ah non, tu sais, comme Kuminga hier, vous avez vu? Ah Il a ouais. voulu faire une passe à l'eau, bam, il a marqué à 3 points. De l'autre bout du terrain. Erwan, t'es capable de faire ça. Jack Landale. Je te trouve très sévère avec ma qualité de passe. J'ai Mais toujours bon, trouvé que c'est t'étais un passeur, je te l'ai déjà dit. gourmand. Un piètre passeur. Gourmand et médiocre, ce qui fait des balles non, je perdues. suis pas un médiocre passeur. T'es très Enfin, t'as un sévère. ratio passe décisive balle perdue qui est largement négatif. Ça va pas ou quoi? T'es allé sur Basketball Référence? Vous êtes fou en fait. Comment tu sais Vous sortez des stats que On a vous regardé sur Pro Bowlers. Allez sur proballers.com et regardez les records en Pro B pour 4 entrées, génial. Allez, non mais ce que j'aime, vas-y enchaîne le truc, Mais oui, niquer le délire mais avec t'allais Luka. pas dire un truc sérieux là-dessus. Non, Allez, sur on Luka, enchaîne. j'allais dire sur Luka, Mais on j'allais s'en faire un fout, truc, Luka. Non, mais je sais, allez, justement. vas-y. Allez, une troisième, c'est une palette d'Erwan à la passe. On va se régaler tout de suite. Regardons cette troisième action, toujours dans cette première période, là, face aux Rockets. Et Luka qui danse. Dans le 1 contre 1, il est quand même très fort. KD, une feinte, 2 feintes. Franchement, KD défend super bien. Oui. Troisième, et derrière, il y a un petit marché, on va pas se mentir. Et derrière, finalement, il va marquer. Parce qu'on oublie souvent, c'est que Luka, il est grand et costaud. Ça me fait penser à une petite déclaration de Popovic juste après sa draft, où, tu vois, quand il était rookie. Tout le monde, il y avait un débat sur sa taille à Luka. On disait, mais non, il fait 2m01, 2m03 avec des chaussures. Luka et Popovic avaient dit, c'est vrai que 2 cm, ça va clairement changer son niveau sur le terrain, Luka Doncic. Il est grand, il est costaud. Et c'est une action qui paraît un petit peu simple, mais il le fait très souvent Mais dans les c'est un matchs. truc dont on parle pas assez, je trouve, c'est le footwork de Luka, ce côté de toujours à son rythme, de faire sauter les mecs, de faire des feintes. Et en fait, il est tellement fort, il peut tellement marquer dans toutes les positions que dès il lève le menton à peine, tu sais, il a pas besoin de faire des super feintes. Il lève le menton, hop, tout le monde saute parce que en fait, il peut marquer à chaque fois. Le début de match qu'il fait là contre les Rockets, en fait, les 3 premiers ballons, il marque sur 3 positions différentes. Après, c'est bon, t'as gagné. C'est-à-dire que tu lèves le sourcil tout le match, les mecs vont mordre à la feinte. Et souvent, il arrache des 2+1 parce qu'il va se mettre avec ses pumps, il va se mettre dans les bras du mec. Le mec, il suffit qu'il quitte un peu ses appuis, il est très bon pour provoquer les fautes. Et c'est vrai que souvent, même avec la Slovénie, il va dans des espaces où il y a beaucoup de monde au niveau du mid-range à l'intérieur, et il arrive toujours à s'en sortir par des pump fakes, par des feintes de scoop. Il est très bon là-dessus. Et il a son fadeaway là, qui est incontrable aussi. On en revient à sa taille. C'est un joueur de grande taille pour un arrière. Ça lui permet de se sortir toujours de situations compliquées. Dernière action, et si vous aimez les actions d'éclat, bon, bah, vous êtes au bon endroit. Regardez ça, Luka Doncic, donc toujours dans le même match. On est en deuxième période cette fois-ci. Et donc le jeu à 2 avec LeBron James. Et regardez les mouvements de JJ Redick. C'est intéressant. Luke Kennard qui arrive plein badin à l'opposé. Un bon backpick. Pour qui? Pour LeBron James. KD. Alors ça, c'est une série de playoffs que j'aimerais bien voir. KD face à LeBron. Un revival de 2012, ce serait très cool. Regardez le switch. Et encore une fois, ce pauvre Rich Shepard. Rich Shepard, c'est vraiment, c'est terrible, quoi. C'est vraiment. C'est un bon joueur, pourtant, j'aime bien. On l'adore, Rich Shepard, mais défensivement, qu'est-ce qu'il souffre? Et là, la position de Luka, de grand meneur de jeu, pour avoir le timing parfait et un LeBron qui est merveilleux off-ball dans cette fin de saison. Non, ça, c'est des actions qu'on pourrait retrouver en playoff parce que c'est des actions bien amenées. Après, encore une fois, ils veulent changer surtout. Il est puni. Il sait exactement où il va mettre la balle. Et encore, il est dans un match où il est un match où il va mettre 40 points. Mais même quand il met 40, il est toujours à rechercher la passe en premier. C'est ça qui est fou avec lui. La problématique de ce play, et c'est JJ Redick qui l'amène bien, c'est pas anodin que ce soit Luke Kennard qui fasse le backpick parce que c'est un énorme tireur à 3 points. Si tu switches pas et que tu prends le temps de bumper LeBron, Luke Kennard, il est en tête de raquette, il est grand ouvert à 3 points. C'est sûr que si tu fais ça avec, je sais pas, un mec qui met pas un tir, Vanderbilt. Il est out. Vanderbilt, il joue plus d'ailleurs. Ouais, il est un peu out. Mais Luke Kennard, on aura le temps d'en discuter des Lakers. Luke Kennard, si tu l'envoies 5-6 minutes, il peut te décanter certaines situations. Mais il est important parce que ce que tu disais, c'est la menace. Vraiment, il faut que les mecs à l'opposé, Marcus Smart, Rui Hachimura, LeBron, Austin Reeves, Luke Kennard, c'est des mecs à l'opposé. Mon gars, s'ils sont tout seuls, ils peuvent mettre des gros tirs. Surtout avec Lucas qui serre les ballons. Tout à fait. Et hier soir, je vous invite tous à aller regarder le League Pass pour le dernier quart-temps que les Lakers font. C'est incroyable. Ils m'ont régalé. Luka est exceptionnel. Luka, il est plutôt en cas. De toute façon, il est affûté. Et je te dis, ça sent les playoffs là. Hier, il y a un match comme ça ça sent vraiment les playoffs. On s'est régalé. Puis l'autre, il a l'air inarrêtable. Maintenant, la question, mais ça sera un autre débat d'un First Day Show. Est-ce que les Lakers peuvent gagner avec un Luka omnipotent comme ça dans le jeu? En tout cas, les Lakers font kiffer, on l'a dit en news, pour attaquer l'émission. T'es prêt, grand? Je suis prêt. Lucas, qu'on reverra peut-être cet été sur une fenêtre. Si je dois la Slovénie, lui, par contre, il est fidèle. Lui, il vient. Il esquive jamais. Sauf s'il va au bout du bout. J'ai du mal à y croire. Tu veux dire là, bah oui. Parce qu'il y a une fenêtre, on le rappelle. Parce que les Lakers peuvent être champion NBA. Allez, on ouvre un nouveau débat. On va faire 2h30 d'émission. Non, on va la finir cette émission. Et comme d'habitude, avec le quiz. Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz, et qui dit quiz dit Steph Brun, et qui dit Steph Brun dit, je crois, une victoire all-time Un but.
en quiz. All time, c'est-à-dire depuis qu'on a commencé le first des shows. Depuis que j'ai repris Ah. les quiz. Ah ouais, depuis que c'est D'accord. passé moins bon. On va le revoir, regarde. Et regarde. Jonetti, le mec, il a une sélection. T'es derrière Kevin et c'est tout. Et autre. Voilà. Ah, mais ça se trouve, autre, ça se trouve, c'est même pas toi qui as trouvé dans 1. Tu vas l'énerver là, regarde. Mais c'est comme ça, t'es meilleur quand t'es énervé. T'es comme Lucas, toi. T'es meilleur quand t'es énervé, non? Je pense que s'il trouve le qui suit, tu vas morfler. Hein. Je te rase la tête. On fait comme d'hab une énumération et un petit qui suis-je. Énumération, on allait vous chercher les numéros 1 de draft depuis 1985 qui ont été rookie de l'année en étant numéro 1 de draft. Félicitations à eux. D'accord? Steph, tu commences. Super dur. Ouais. Blake Griffin. Blake Griffin, évidemment. Drafté en 2009 et voilà. Depuis quelle année t'as dit 85. Alors, Shaquille O'Neal. Le Shaq, bien sûr. Ouais, bon, je galère. Derrick Rose. Tu dis Derrick Rose. Il est pas rookie de l'année Il est pas. Ah, super. Il est le rookie de l'année, bien Voilà, sûr. merci. Excuse-moi, c'est très chiant le zoom là. Anthony Davis. Anthony Davis. I don't think so. Non. Voilà, merci. Allez, Tu veux une bavure? Allen Iverson. Allen Iverson, bien sûr. Bien sûr, John Wall. John Wall. John Wall. Allez, on passe au qui suit. Non, il est pas là. Ouais, on passe déjà au qui Il est suis-je. pas rookie d'année, John Wall. Bah, Je n'ai attends. aucun souvenir. Kyrie, Tyreek Kyrie, Evans, non Non, ouais. Avec ouais. Evans, je crois. Non, il est pas là. Je crois que c'était avec Evans. Il était à Berlin. Il est pas là. Vous voulez Attends, refaire vas-y, un... on va refaire on fait un un tour petit quand tour quand même. On va refaire un Il y a des tour. mecs qui ont bossé. Allez, vas-y, Steph. Allez, Steph. Kyrie. Kyrie, Non. bien sûr. Ah oui Ouais, ouais, 2011, en 2012, il est. C'est un nom froidement. pardon. On aurait pu commencer par du récent, simplement. Oui. Du récent Victor Wembanyama. Bah oui. Oui, par exemple. Je suis allé le chercher en plus. Oh putain, Kata. Kata. Donc pas Stephen Castle évidemment, hein, qui est pas premier. Qu'est-ce qu'on a d'autre Si j'ai pris 85, c'est. La Melo Ball, il est pas numéro 1 de 85, c'est un peu C'est logique. Patrick Ewing. Ah. Voilà. Oui, bonsoir. David Robinson. David Robinson, bien sûr. Oui. En 88, il. Il y a 2 ans où il joue pas. Il a dit Blake Griffin, hein, oui, il a dit Blake Griffin. Il l'a dit. Qu'est-ce qu'on a pas Mauvais dit comme ça, là. On est mauvais de fou. Qu'est-ce qu'on a pas Ouais, dit il manque de la légende. hein. Oui. Ça va, arrête de donner des indices, j'en ai. Pardon. Il manque de la légende. Quand ça, tu veux pas la légèrement, légèrement, ouais. Il manque de la légende. Il en manque une. en James moins. Worthy. Mais 85, il est drafté en 82. ouais. Non, il est pas là. Tim Duncan. Tim Duncan, Je ouais. suis mauvais de fou. Duncan, c'est très bien. Ah ouais. Moi, je vais tenter. Qui je vais tenter? Moi, je vais tenter. Putain, j'en avais un, il est parti. Je suis tenté. Allez, Derek Coleman. Derek Coleman, je l'ai vu. Ouais, c'est bon, avec Coleman. Je lui ai donné ce bâtard. Ah. Bien, en 90 et Ouais, il est ouais, sorti ouais. en 91. Putain, c'est Ah, parce que moi, je suis sorti, moi, ils ont droit à 3 trucs et moi, je suis sorti. Elton Brand. Elton Brand, je l'ai vu aussi, ok, ok. évidemment, en Ok. 99 et en Je 2000. vais tenter. Alors, je sais pas, peut-être. Joel Embiid. Joel Il Embiid. est pas premier. Il est pas Il est premier. pas premier draft, Il est troisième. Non, il vous manquait, je vous le dis, Paulo Banchero, Ben Simmons, Karl Anthony Towns. Il me semble pas que vous ayez dit LeBron James. Mais Bravo. peut-être que je suis fou. On est déjà à la cantine en fait. Peut-être Quoi. que- Et après, Larry Johnson est resté. Ouais, Jay. Et après, Comment on vous- a dit LeBron, c'est ouf ça. J'ai même sais pas pas. pensé, genre. On n'y était pas. Qui suis-je Allez, vas-y. Allez, et que ça Attendez, sorte vite, on a faim. attendait que ça. Je suis né le 9 août 1977 à Portland. J'ai Oregon. donc 48 ans et on ne m'a plus vu jouer en NBA depuis 2011. Mais, commençons par le commencement. En 97, j'ai fait une saison dans la petite fac de San Francisco avant de revenir dans mon Oregon natal et jouer une saison à Portland State. Waouh. 14,5 points et 7 rebonds. Autant vous dire que je suis pas vraiment sur les tablettes des scouts NBA. Je me présente à la draft 2000, mais je serai jamais appelé. J'entame une carrière pro par la petite porte en étant drafté en 2002 dans la G-League de l'époque. Et j'y resterai 2 ans. Lors de ma seconde année, je suis le deuxième meilleur marqueur de la ligue avec 17 points de moyenne. Ah ouais. Ce bon passage dans l'antichambre de la NBA me fait remarquer. Et en 2004, je vais jouer avec les Lakers. Seulement 4 matchs. Le nouveau continent ne veut pas de moi pour le moment. Alors je vais aller sur le vieux c'est chez continent, moi, ça, frère. Allez. où je jouerai en Liga ACB 15 matchs. Et aussi dans une autre ligue européenne où je tournerai à 24 points de moyenne avec des évaluations assez incroyables. C'est quoi l'autre ligue européenne? Tu veux pas le dire? Pas tout de suite. C'est sûr. Non, il est malin celui-là ou quoi? Après avoir taffé en Europe, je reviens en NBDL, la G-League de l'époque. Je suis encore drafté en 3e position. Encore une fois, je suis bon et cette fois,
Ce sont les Knicks qui m'essayent pour 8 matchs pour finir la saison 2005-2006. T'es chaud, hein. Sans nouveau contrat, je participe au Summer Camp des Blazers. J'impressionne par ma bonne défense et en même temps, je me suis mis en rythme avec le championnat du monde de 2006 à Tokyo, où je joue avec une équipe africaine. Je tourne même à 17 points de moyenne. Boniface Ndong. Non. Les, Bla- Bonif, il a dit. Putain, bête de joueur. Ouais, exceptionnel joueur. les Blazers me kiffent. Et malgré mes 12 petits matchs d'expérience dans l'élite, ils me mettent directement dans le 5 majeur. Zinka Daré 28 minutes, 28 minutes de temps de jeu pour 8 points, 4 rebonds. La saison suivante... Presbilla. Non. La saison suivante, je il signe est pour... pas africain, Presbilla. Vraiment pas africain. Joe. De 2007 à 2009, je signe aux Spurs. Et là, Bruce Bowen. je taffe en sortie de banc, 16 minutes de moyenne. En Francis post-season, Colson. je me tape les meilleurs attaquants adverses quand je sors du banc. Les Spurs, pourtant, m'envoient à Sacramento pour la saison 2009-2010, où je joue 70 matchs. Ma carrière s'arrêtera la saison suivante après 20 matchs chez les Spurs, où je raccrocherai. Il faut des postes En et France, tout. On n'a pas de poste, on n'a pas de J'ai poste. joué à Vichy, en France. Oh, Imedoka, ça part ici. Et la première de Stéphane, non, la deuxième. On n'a pas de poste, on n'a rien, t'envoies des postes, frère. Putain, Et Udoka. Bravo, Steph. Oh là là. It's been 10 years, bro. Et Oh oui, là là, Udoka. Udoka, bah oui, Dédicace à la Jave. Mais oui, Regarde là-bas. je le vois maintenant. Alors, aucun C'est qui souvenir notre de galère, c'est qui Lionel. notre C'est galère, Thomas là? Brieux. Ouais. Udoka, il a fait carnage à Vichy. Ah ouais. Carnage, Ah ouais, 24 points de moyenne. Exceptionnel Ah ouais. joueur. 24 points de moyenne. Je le vois à Portland maintenant. Je Bah, bien il sûr. dit quoi à Portland? Je pense ça, je crois. Non? Bah, il est en, Mais avant, il est en avant, À Vichy, il 2006-2007. était sorti avec la secrétaire Non, non, aussi. Si, Non, je déconne. 2007. Drafté 2007, non? À Vichy, il était sorti avec la secrétaire aussi. Non, je déconne. Elle est toujours en poste, donc arrête, hein. T'imagines? Parce qu'à Boston, il s'est fait virer à cause de ça. Oui, oui. Ah oui, j'ai pas eu l'info. C'était pas la secrétaire, C'est pas mais. la secrétaire. Ça bon. marche, ça marche, ça marche. Ouais. Bon, très bien. Merci, Tom. Bravo, Ah, Tom. bah, écoute, Bravo. Putain, Udoka. ça fait longtemps qu'on en prend plus des qui suis-je. Il faut au moins, moi. Depuis qu'on a fait les scores. Ah ouais, je suis stressé. Super, Tom Charavino. Super quiz. L'avantage, c'est qu'on en fera un là jeudi prochain. On se retrouve lundi pour le Big Monday avec donc la libre antenne. T'as vu, c'est doux, hein, avec la libre antenne donc de 20h à 22h et à 22h. Le match entre les Lakers et les Portland Trail Blazers. Rendez-vous en 2000. C'était un match 7 exceptionnel avec que de la légende. Merci Steph. Merci Erwan. Merci, Merci Tom. Thomas. Sabat. Merci Yanis, merci Chris, merci à Martin qui est venu, merci à Jérémy, merci à Léo, merci à Imen. J'oublie personne? Je ne crois pas. Voilà, si j'oublie, t'as pas grave, je vous aime. Allez, à lundi les amis, ciao ciao.